Alors, je présente notre trois modératrices pour cette soirée. Jessica Joachim, c'est notre vice-présidente. Elle est doctorante en pharmacologie et physiologie à l'Université de Montréal. Mélanie Lebert, notre responsable de communication. Elle est étudiante doctorat en sciences de la réadaptation à l'Université de Montréal. Et Amélie Brisebois, c'est notre secrétaire. Elle est étudiante au doctorat en sciences biomédicales à l'Université de Montréal. Jessica, je vous passe le parole. Oui, merci Asma. Donc, je vais tout d'abord commencer par remercier tous les membres de panélistes qui sont présents aujourd'hui. Je vais commencer par faire une courte description de qui ils sont. Puis par la suite, on va rentrer dans la première thématique qui est pourquoi la recherche en vieillissement. Donc, les membres de notre panéliste sont le docteur Catherine Martel, qui est professeure agrégée sous octroi à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Elle est aussi directrice de laboratoire à l'Institut de cardiologie de Montréal et titulaire de la chaire de recherche du Canada en lymphatique et maladies cardiovasculaires. On a par la suite le docteur Benjamin Pajot, qui est professeur adjoint de l'École de kinésiologie et des sciences dans le département ou l'école de kinésiologie et des sciences de l'activité physique de l'Université de Montréal. Il est aussi affilié au Centre de recherche et Institut universitaire de gériatrie de Montréal. Par la suite, nous avons Nadia Sourial, qui est professeure adjointe au département de médecine familiale et médecine d'urgence de l'Université de Montréal. Elle est aussi affiliée au Centre de recherche du CHUM. Puis, finalement, nous avons le docteur Maximilio Wilson, qui est professeur titulaire du département de réadaptation de l'Université Laval et qui est aussi affilié au centre de recherche Cerveau, qui est le Brain Research Center. Donc, je vais commencer par la première thématique qui est sur pourquoi la recherche en vieillissement. En fait, c'est un peu plus qu'est-ce qui vous a amené à vous diriger dans une recherche qui est plus en lien avec le vieillissement du humain ou donc, que ce soit au niveau cognitif ou au niveau périphérique des effets que vous avez observés. Donc, je voulais savoir tout d'abord comment vous êtes arrivé en recherche sur le vieillissement, quel était votre parcours, les moments marquants de votre carrière et quels sont aujourd'hui vos intérêts de recherche. Donc, on peut commencer tout d'abord par la docteure Catherine Martel. Bonjour. Premièrement, merci beaucoup pour l'invitation. C'est très apprécié. Ça fait changement des talks scientifiques classiques qu'on donne habituellement dans notre domaine. Je vous avertis tout de suite, comme je vous ai dit off-record il y a quelques minutes, ça se peut qu'on ait quelques moments d'interférence parce que je suis toute seule avec mon garçon de 3 ans en ce moment. Mais c'est un autre beau défi à relever quand on est un jeune chercheur, j'imagine. Vous allez peut-être passer par là, vous aussi. Moi, comme on avait discuté un peu préalablement, voilà l'interférence. Je travaille pas directement sur le vieillissement, mais bien sûr, je travaille sur ce qui est en périphérie, j'oserais dire, c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires en lien avec le système immunitaire et le système lymphatique. Donc, moi, ce qui m'a amené à travailler là-dessus, un peu pour comprendre les bases physiopathologiques de ce qui peut entraîner une maladie cardiovasculaire, c'est en fait mes études doctorales que j'avais faites à l'Institut de cardiologie de Montréal, là où je suis chercheur présentement. Et puis, je travaillais avec des patients, avec des humains. Puis, moi, voulant faire un PhD et non un MD, je me disais, il va falloir que j'aille me faire former à un moment donné par quelqu'un qui est chercheur fondamentaliste parce que je travaillais sous l'égide d'un médecin. Puis, c'est là que j'ai migré à Mount Sinai School of Medicine à New York, où j'ai travaillé sous l'égide d'une femme, directrice de recherche avec un PhD, qui, elle, travaillait sur les déficiences du système immunitaire dans le vieillissement, justement. Donc, elle-même avait travaillé sous l'égide du premier et dernier prix Nobel post-mortem en médecine, Ralph Steinman, qui avait découvert les cellules dendritiques, mais il avait eu son prix Nobel en 2011. Donc, j'ai eu l'honneur de travailler pour cette dame-là. Et c'est un peu ce qui m'a amené à travailler en recherche sur un peu les pathologies associées au vieillissement. Mettons ça comme ça. Je vais m'arrêter tout de suite pour laisser la chance aux autres d'élaborer là-dessus. On enchaîne sur le même tour que tout à l'heure ou vous voulez faire comment? Oui, on peut continuer. Ok. Bonjour à tous. Enchanté.
Moi, merci aussi pour l'invitation et c'est vrai que c'est vraiment super ce format qui change des talks habituels. Moi, j'ai un parcours entre guillemets particulier parce que je viens pas en fait de la recherche dans le vieillissement, c'est quelque chose qui est nouveau pour moi depuis ma prise de fonction en 2018. En fait, moi, j'ai un background plus sur l'aspect sport et performance où j'ai fait mes études en Europe sur l'équivalent de la kinésiologie. Ça s'appelait Sciences et techniques des activités physiques et sportives, où je m'intéressais à la relation entre notamment l'effort et la perception d'effort et la fatigue dans un contexte de différentes performances physiques. Ensuite, dans mon postdoc, j'ai intégré la douleur dans cette interaction et voir comment ça interagissait avec la performance. Puis au fur et à mesure que j'avançais dans mes études, je me suis rendu compte que ces notions d'effort, des choses qui deviennent plus difficiles dans la vie de tous les jours à cause des diminutions des capacités. La notion de fatigue et la notion de douleur était quelque chose qui était assez prévalent dans le vieillissement et qui était quelque chose d'important à prendre en compte dans la qualité de vie. Et en fait, quand j'ai eu l'occasion de prendre mes fonctions, en fait, j'ai décidé de me lancer dans cet aspect de vieillissement via le centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, qui à partir de maintenant, on va utiliser le mot CRIOM, ça ira plus vite. Voilà. Donc moi, j'ai un parcours où plus je viens en dehors du domaine du vieillissement pour transférer des connaissances sur, on va dire, un modèle populationnel différent du vieillissement pour pouvoir aller utiliser ces connaissances-là pour aller chercher de nouvelles choses sur le vieillissement et essayer d'améliorer à terme et mieux comprendre comment se passe le vieillissement, en fait. Merci, Dr. Pajot. Désolée, tantôt, j'avais oublié de unmute. J'étais en train de parler dans le vide. On peut passer à la Dr. Nadia Sourial. Oui, merci. Et moi aussi, ça me fait beaucoup plaisir d'être parmi vous ce soir et parler de trajectoire de carrière. J'aime beaucoup pouvoir mentorer d'autres étudiants dans leur prise de décision pour leur carrière. En fait, moi aussi, comme Dr. Pajot, j'ai une trajectoire unique comme chercheur. Je suis biostatisticienne de formation, donc maîtrise en statistique, et j'ai travaillé pendant des années dans un milieu de recherche qui faisait de la recherche en vieillissement par rapport à la fragilité et la démence, là, avec Dr. Howard Berkman, par exemple. Et je me suis vraiment passionnée par les défis méthodologiques associés à essayer d'évaluer les programmes et les politiques de santé qu'on met en place pour améliorer la prise en charge des personnes âgées vulnérables. Et à quel point, non seulement c'est complexe en termes de besoins de ces patients-là, mais aussi la complexité d'évaluation en contexte hors randomisé, en contexte populationnel, les réformes mises en place, comme les groupes de médecine de famille, par exemple, qui ont été mis en place très largement pour venir répondre aux défis du vieillissement de la population. Donc, beaucoup d'investissements d'argent public mis là-dedans, mais peu d'évaluations robustes sur est-ce que ces équipes-là répondent aux défis auxquels ils étaient exposés. Donc, à travers ces expériences, ça m'a vraiment passionnée d'aller poursuivre mes propres recherches là-dessus. Donc, en tant que chercheur, maintenant, je continue l'idée de pouvoir soutenir une prise de décision éclairée en amenant des méthodes avancées pour étudier l'impact des programmes et des politiques de santé, programmes même de télésanté. Là, je m'enligne vers la télésanté, puis je pense qu'on va parler plus tard des différents enjeux qui s'en viennent. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour soutenir les cliniciens et les décideurs à faire des bonnes décisions pour soutenir la prise en charge de notre population vieillissante? Donc, c'est là-dedans que je me situe, donc à l'intersection de la première ligne, du vieillissement et des méthodes avancées. Merci beaucoup, Dr. Sourial. On va finir avec le Maximiliano Wilson. Oui, bonjour, presque bonsoir déjà. Merci pour cette invitation du comité étudiant du RQRV. Je trouve aussi que c'est une belle opportunité pour pouvoir échanger et si ça peut aider des étudiants qui pensent à leur parcours en recherche, tant mieux. Dans mon cas, je voyais mes collègues. Dans mon cas, c'était assez direct, mon parcours. J'ai fait des études en psychologie, ma licence en Argentine, par la suite une maîtrise et un doctorat en neuropsychologie.
Et je me suis toujours intéressé à la cognition et plus particulièrement à qu'est-ce qui arrive chez une personne en vieillissant par rapport à sa cognition. Je me rappelle, quand j'étais enfant et quand je suis né, ma grand-mère paternelle était déjà assez aînée, donc j'ai vu quand même comment elle s'est détériorée cognitivement. J'avais 10-12 ans, puis je me demandais qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle ne s'en rappelle pas ses mots, pourquoi elle est tout le temps en train de répéter les mêmes informations. Donc, il y avait tout le temps un intérêt pour essayer de comprendre comment ça fonctionne, qui par la suite, avec mes études, s'est cristallisé vraiment comme apprendre la neurobiologie de la cognition, comprendre les vieillissements normaux et pathologiques, et notamment mes intérêts sont liés au vieillissement dans deux fonctions cognitives qui sont les langages et la mémoire sémantique, c'est-à-dire la connaissance du monde. Et ce qui m'a vraiment intéressé de ça, c'était de voir comment certaines choses, comme je vais peut-être élaborer plus tard, mais comme certains aspects du langage et surtout la mémoire sémantique, notre connaissance du monde, au lieu d'empirer avec le vieillissement, se gardent assez stables ou même peuvent s'améliorer. Donc, ça donnait vraiment une idée positive du vieillissement et c'est ça donc, qui m'a beaucoup intéressé. Donc, voilà, après mon doctorat en Argentine, j'ai fait comme un détour de mon parcours en postdoctorat à Rome, en psycholinguistique. C'est pour ça que j'ai décidé un détour parce que mon doctorat était en vieillissement. J'ai fait un détour pour le langage chez les personnes adultes, mais pas aînées. Et après, je suis allé à Montréal, justement au CRU-UJM, faire un deuxième stage postdoctoral. Et là, c'était vraiment en neurosciences cognitives du vieillissement. Et c'est ça qui m'a amené à l'Université Laval, où je suis aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr. Wilson. J'aurais aussi une question à vous poser, puis par la suite, on pourrait aller dans des questions du public. Je voulais savoir si vous aviez un moment marquant dans votre parcours qui vous a dit oui, c'est chercheur que je veux devenir ou oui, c'est ça que je veux faire dans ma vie, puis rien d'autre. Puis quel était ce moment clé qui a comme fait l'étincelle d'aller vraiment en recherche? Là, on a entendu un peu plus avec le Dr. Wilson, avec son passage, comment ça s'est amené vers là, mais est-ce qu'il y aurait un moment clé qui a fait c'est fini, c'est ça, puis j'ai choisi mon parcours final? Je peux commencer si on poursuit dans le même ordre que tantôt. Je pense que c'est multifactoriel, en fait. Déjà, je voulais dire ce que j'ai entendu de mes collègues, là, c'était super intéressant. Je buvais vos paroles, là. C'est vraiment, j'ai hâte d'entendre la suite. Moi, dans mon cas, je viens d'une petite ville qui s'appelle Sorel-Tracy. C'est une ville moyenne, disons, pour la population québécoise. Puis, évidemment, le taux, comment je dirais ça pour rester poli, le taux de participation à des études universitaires est relativement limité dans ma ville natale. Puis, moi, je viens d'une famille de pharmaciens, en fait, la plus vieille famille de pharmaciens au Canada. Donc, c'était inévitable que je voulais aller en sciences. Par contre, pour avoir travaillé de manière forcée dans une pharmacie depuis l'âge de 14 ans, c'était sûr que je m'en allais pas en pharmacie. Médecine, je me voyais pas du tout avec des patients pour la simple et bonne raison que je suis une personne beaucoup trop sensible pour ça. J'aurais vraiment pas pu. Puis la recherche, ça me tentait. Sauf que, comme pour beaucoup d'étudiants, je pense au cégep, on n'est pas vraiment confronté à c'est quoi la recherche. Puis, une seconde. Maxence, tu peux regarder, puis il va y avoir une autre émission qui va jouer. Donc là, je fais jouer une émission, mon garçon, je suis désolée, on n'est pas supposé faire ça d'habitude, des émissions avant l'heure du souper, mais bon, là, c'est exceptionnel, parce que maman est occupée. Donc, en fait, c'est ça, c'est au cégep, je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire? Je veux faire de la science, je veux faire de la recherche, mais je savais pas ça menait à quoi, je savais pas par où passer, jusqu'à ce que j'ai une prof qui s'appelait Marie-Ève Janel. Maxence, attends un peu, regarde. Mais regarde. Puis, donc, il y avait, je suis désolée, mon fils veut vous parler aussi. Donc, il y avait une prof au cégep qui s'appelait Marie-Ève Janel qui, elle, avait un background justement en sciences biomédicales à l'Université de Trois-Rivières. Puis c'est là que je me suis intéressée, puis j'ai dit, mais ça mange quoi, ça, en hiver, un bac en sciences biomédicales? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Puis ça mène où? En fait, elle m'a expliqué son parcours. Je me suis dit, mais mon Dieu, c'est vraiment ça que je veux faire. Fait qu'au bac, à l'Université de Montréal, en fait, moi, je m'étais inscrite en biologie, profil physiologie animale. Et puis, j'avais reçu un courriel, j'avais une bonne cotère.
ou Code Z à l'époque, puis on m'avait dit, ben, voulez-vous vous inscrire en sciences biomédicales parce que ça prend une cote plus élevée? J'avais dit, ouais, ça consiste en quoi? Ils m'ont dit, ben, c'est grosso modo les mêmes cours que biologie, moins la physiologie végétale. J'ai dit, ah, c'est super, je ne fais pas de physiologie sur les plantes. Donc, j'ai embarqué là-dedans dans la première cohorte en biomède, puis c'est là qu'a commencé mon parcours en recherche. Je vais gérer ma vie de famille, puis je laisse la parole à quelqu'un d'autre tout de suite. Parfait, merci, Dr. Patel. Est-ce que, Dr. Pajot, vous auriez quelque chose, un moment clé dans votre parcours? Sur quand est-ce que j'ai été décidé de faire de la recherche, c'est ça? Ouais. Ben, en fait, quand je suis rentré à l'équivalent de, donc c'était l'UFR STAPS de Dijon, donc l'équivalent de la kinésiologie en première année. En fait, moi, au départ, je voulais faire médecine et j'ai découvert à la fin du lycée aux portes ouvertes de l'université que, en fait, en kinésiologie, on étudie le corps aussi, mais à l'exercice, au mouvement. Et comme j'étais pas mal investi dans la pratique sportive, je me suis dit que ça pouvait être très intéressant de justement pouvoir aller étudier le corps en mouvement et d'aller faire de la recherche dedans. Et comprendre en fait comment le corps il réagit à l'exercice, à l'entraînement ou à certains environnements, type la chaleur, des choses comme ça. Et donc, à ma troisième année, donc on découvre la recherche un peu plus tard en France. À la troisième année, j'ai pu faire un stage au laboratoire sur les réflexes spinaux, la moelle épinière et la posture en fait. Et là, ça m'a convaincu d'aller faire de la recherche. Et je pense que c'est parce que j'ai eu la chance aussi de tomber avec un très bon prof, qui était Alain Martin à l'époque. Après, j'ai continué avec Romuald Lepers. Et en fait, ça revient avec ce que Catherine... j'aime bien utiliser les prénoms des gens, donc je vais utiliser les prénoms plutôt que si ça vous dérange pas. Donc, Catherine, en fait, elle a mentionné une personne qui l'a fait basculer vers la recherche. Ben, moi, c'est pareil, j'ai Alain Martin et j'ai Romuald Lepers qui m'ont fait basculer dans la recherche. Et en fait, c'est souvent qu'on croise des personnes qui sont prêtes à nous mentorer, nous ouvrir les portes et nous accompagner, que souvent, on va découvrir des choses super intéressantes. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, j'avais envie de découvrir la recherche en arrivant en première année. En troisième année, on m'a ouvert les portes à un laboratoire avec des gens super accueillants et qui m'aident et qui m'ont aidé. Et ça m'a convaincu d'aller plus loin et ça m'a motivé. Donc, moi, c'est la rencontre de personnes qui travaillaient dans la recherche et qui avaient des réelles qualités humaines, en fait, et qui m'ont accueilli à bras ouverts et qui m'ont convaincu, en fait. Merci beaucoup. Madame Dr. Sourial, est-ce que vous auriez quelque chose, un moment clé aussi à vous, qui vous a marqué? Oui, puis c'est vrai que l'aspect mentor là, qui donne le soutien pour aller plus loin, là, c'est aussi un aspect clé. Là, je vais vous en parler. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé des années comme biostaticienne au sein d'un groupe de recherche et je voulais aller plus loin parce que en recherche, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de place pour grandir en termes d'échelon. On est soit assistant de recherche ou associé de recherche ou tu es le chercheur. Fait une fois que tu fais le rôle d'associé de recherche pendant plusieurs années, j'ai eu cette ambition de vouloir aller plus loin, mais pour aller plus loin, ça prend un doctorat pour pouvoir devenir chercheur. Et donc, j'ai réfléchi à cette possibilité de faire un doctorat, mais moi, j'avais des contraintes familiaux, là, d'avoir des enfants, une hypothèque à payer, la réalité de la vie, là, de est-ce que je peux me permettre d'aller à l'école pendant 5 ans pour avoir un doctorat et aussi le risque de ne pas avoir un poste académique à la fin et tout ça. Donc, en même temps, j'appliquais pour d'autres postes et j'avais décroché un poste à Santé Canada. Donc, je me suis dit que ça allait être la fin de mon histoire là, de trajet de carrière. Je me lance en gouvernement fédéral, la pension, le salaire, tout est parfait. Puis, j'ai tout de suite su que c'était pas pour moi. Donc, j'avais déménagé toute ma famille à Ottawa pour aller travailler là. Puis, je me suis vraiment ennuyée de l'atmosphère de la recherche, la stimulation, l'aspect de créativité, de pouvoir être autonome dans ses décisions. Donc, après 1 an et justement en conversation avec mes mentors, Dr. Bergman, Dr. Vedel, ils m'ont beaucoup aidé dans la prise de décision en me disant que si je revenais pour un doctorat qui pourrait me soutenir, que je les aurais comme mentors autour de moi. Donc, ça m'a vraiment rassurée de pouvoir me réintégrer
à l'école, mais avec un soutien financier, avec un soutien aussi de mentorat et tout ça. Donc, j'avais les bons paramètres pour finalement prendre la décision de faire le doctorat et ça a été une des meilleures décisions parce que grâce à ça, les opportunités se sont ouvertes à moi tout de suite après l'autre, donc d'avoir décroché un poste académique tout de suite après la fin de mon doctorat. Donc, aucun regret d'avoir quitté le gouvernement. C'est sûr qu'il y a des jours en recherche quand je travaille jusqu'à 3 heures du matin que des fois, ça serait le fun d'avoir un 9 à 5, mais il y a toujours des pour et des contre. Puis au final, je suis plus heureuse en recherche. Donc, ceci dit, il y a des gens au gouvernement qui sont heureux aussi, mais ça dépend de qu'est-ce qui te passionne puis qu'est-ce que tu veux faire à tous les jours en te réveillant. Merci beaucoup, Dr. Sourial. On va finir avec Dr. Wilson. Si vous avez un moment clé qui a été marquant dans votre parcours académique. Dans mon cas, c'était la première année de ma licence, mon bac en psychologie. En fait, je pense que comme beaucoup de monde, j'ai commencé psychologie en pensant que j'allais devenir psychothérapeute, que j'allais faire de la psychothérapie, mais bien la première année, la première session des cours, j'ai eu un cours qui portait sur la neurobiologie, le système nerveux, les neurosciences, et c'est là que j'ai vraiment accroché. C'était un moment que je me suis dit, oh, mais j'aimerais bien faire ça, comme je l'ai dit tantôt, ça m'aidait à comprendre comment les comportements étaient liés à la biologie, à la physiologie du système nerveux. Donc, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, en fait, que ce qui m'intéressait, c'était la recherche. On lisait d'articles scientifiques qui me fascinaient dans le sens que c'était une façon très rationnelle et très logique de faire la recherche, d'aller chercher avec les méthodes et un débit particulier comment est-ce qu'on va répondre à nos questions. Et ça m'a fasciné. Donc, je voulais faire ça. Puis, le professeur responsable de ces cours-là est devenu par la suite mon mentor, mon superviseur de doctorat, en fait. Et c'est comme ça que ces points marquants dans la première année des bacs en psycho que je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait, c'était vraiment la recherche. Merci beaucoup, Dr. Wilson. On a quelques minutes pour des questions du public. Sinon, la conversation s'en allait quand même vraiment bien dans la deuxième thématique de la soirée discussion. Mais je veux quand même laisser le temps aux gens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat ou en ouvrant votre caméra et votre micro. Sinon, si on vous voit qu'il n'y a pas de questions qui se posent, on pourra passer directement dans la deuxième thématique. Oui, mais dans le fond, on peut continuer. Puis s'il y a des questions qui arrivent dans le chat, ou sinon, n'hésitez pas à lever la main. On vous fera de la place dans la conversation. Mais je voulais juste rebondir sur certains éléments. Vous avez pas mal tous mentionné l'idée de mentor. Donc, je me demandais, ce mentorat-là, cette aide-là, comment ça s'est concrétisé? Ça vous a aidé à relever quelles barrières en particulier? Puis un peu comment ce contact-là s'est établi aussi, puis vous pouvez donner quelques détails sur cette relation-là, puis les éléments importants que vous y avez trouvés. On peut recommencer encore par Catherine Martel. Bien sûr. Maintenant que j'ai du renfort qui vient d'arriver, ça va être plus facile de parler avec vous. J'espère que vous avez vu tout cet enthousiasme dans mon visage quand mon conjoint est arrivé. Bref, il se sent apprécié dans ce temps-là, c'est parfait. Mentorat, moi, je vous ai parlé de mon prof de cégep que j'avais eu, qui vraiment m'a inspiré à m'en aller en recherche fondamentale, mais mentorat, moi, ce que je dis souvent à mes étudiants, c'est que le mentor de recherche de quelqu'un n'est pas nécessairement le directeur scientifique de la personne. Moi, j'ai eu, j'oserais dire, je sais que c'est enregistré sur YouTube, mais j'oserais dire que mes deux directeurs de recherche que j'ai eu principaux, donc celui qui m'a suivi dans mon stage de bac, mon stage de maîtrise et mon doc, Dr. Théroux, qui est un cardiologue, qui était vraiment un médecin, un chercheur exceptionnel, mais c'était quand même quelqu'un de tough. Puis, ma directrice de postdoc aussi, c'était des gens quand même qui étaient super ambitieux, qui étaient des caractères forts, qui étaient des gens exceptionnels, des exemples à suivre, certes, mais pour parler de choses un peu plus personnelles sur le développement de ma carrière, c'est pas à eux que je référais, c'est vraiment à des gens que j'ai rencontrés dans des congrès. D'où le pourquoi je trouve que la situation actuelle est quand même assez triste, compte tenu du fait qu'on peut pas
parler face à face avec des mentors, oser les approcher, puis oser leur demander c'était quoi, comme on fait en ce moment, leur cheminement de vie, leur cheminement de carrière. Donc, moi, j'avais osé le faire quand j'étais aussitôt que la maîtrise. Puis, c'est là que j'ai rencontré des gens exceptionnels, d'ailleurs, qui m'ont permis d'aller faire un postdoc aux États-Unis, mais aussi, par la suite, de m'orienter à savoir, ben, tu sais, un peu comme Nadia mentionnait tantôt, puis les autres collègues, tu sais, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Est-ce que je veux vraiment aller en recherche académique? Est-ce que j'ai le temps dans ma vie de bifurquer puis d'aller explorer d'autres avenues? Ou si je reste vraiment dans ma ligne droite de recherche académique? Tu sais, c'est tous des aspects qui sont tellement importants à discuter. Maintenant, même qu'on soit un homme ou une femme, on se pose la question sur la vie de famille. Quand est-ce que je vais plugger ma vie de famille là-dedans? Quand est-ce que je vais avoir des enfants? C'est des questions super importantes. C'est pas nécessairement votre mentor, votre directeur scientifique qui va devenir votre mentor social, même autre mentor scientifique aussi. Moi, ça a été des mentors autant au Québec qu'aux États-Unis, qu'ailleurs dans le monde. C'est super important de garder ces contacts-là parce que premièrement, ça nous permet de voyager à moindre coût. Puis en plus, c'est super utile parce que ça nous fait faire des contacts internationaux, ça nous fait voir d'autres visions aussi de la vie en recherche. Moi, ce qui m'avait beaucoup stressé quand je participais à des congrès, puis j'assistais aux trucs, un peu comme on fait là, ils appellent ça des Early Career Committee. Quand j'assistais à ça, puis j'écoutais les jeunes femmes, les jeunes hommes parler, puis ils disaient, ben moi, quand j'ai mes enfants le soir, j'ai fait manger, je fais faire leurs devoirs, après ça, j'y couche, puis après ça, tout de suite, je retravaille sur ma demande de fonds, puis je me dis, oh mon Dieu, mais ils sont complètement fous. Mais c'est vrai, c'est cette réalité-là, sauf que de ces personnes-là, on va chercher des trucs. Comment on fait pour s'en sortir, pas devenir complètement crackpot, puis disjoncter dans notre métier de chercheur. Fait que je pense que c'est important de parler beaucoup, pas juste à son directeur de recherche. Oui, c'est important de trouver quelqu'un en qui on a confiance, parce que je vous dirais, si malheureusement c'est quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance, quelqu'un qui vous fait peur puis que vous redoutez, changez de laboratoire. Mais sinon, je dirais aller chercher aussi de l'aide, si on peut dire, ailleurs. N'hésitez pas à consulter, parler à vos amis. Moi, souvent, j'ai des étudiants, j'essaie d'établir des belles relations avec mes étudiants dans la mesure du possible. Puis, j'essaie de leur dire, si vous avez des collègues, des amis, étudiants, postdoc, qui ont besoin de mentorat, qui vont pas bien, qui ont besoin de support, n'hésitez pas à les envoyer dans mon bureau. Ça va toujours me faire plaisir de les aider de manière directe ou indirecte, subtile ou moins subtile. Je pense que c'est important de pas hésiter. Puis, c'est sûr de le faire avec tact aussi, mais de pas hésiter à contacter les gens en qui on semble avoir confiance. D'ailleurs, s'il y en a parmi votre groupe qui avait besoin de conseils aussi dans le futur, après cette discussion-là, n'hésitez pas, je suis toujours disponible pour aider les étudiants et les stagiaires. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Beau message de soutien aussi. Puis du côté peut-être de Benjamin Pajot. En fait, Catherine, je trouve qu'elle a super bien résumé. Je vois vraiment les choses très, très proches, en fait. Pour moi, le plus important, c'est l'aspect humain, en fait, que ce soit votre directeur, que ce soit pas votre directeur, que ce soit un ancien directeur, quelqu'un d'une autre discipline. En fait, vous avez l'aspect humain parce que on est tous des êtres humains déjà et là, on est tous passionnés par notre travail, mais il faut quand même qu'on se protège aussi sur notre vie personnelle. Puis, c'est pas forcément facile et c'est souvent tabou un peu d'en parler. Et moi, je fais partie des gens qui n'ont pas de problème à en parler. Puis Catherine, apparemment, c'est pareil vu ce que tu viens de dire. C'est pas facile. On travaille beaucoup, etc. Donc, il faut avoir des gens à qui parler, qui sont passés par là et qui peuvent nous donner des bons conseils. Donc, puis vos mentors, ça peut évoluer aussi au fil du temps. C'est pas forcément tout le temps la même personne. Ça peut être plusieurs mentors en fonction des relations. Et des sujets. Moi, je sais que j'ai eu la chance, en fait, je suis resté en contact énormément et c'est devenu un ami à force. Et c'est un mentor, qui était Romuald Lepers, qui était mon directeur de maîtrise, qui m'a suivi pendant ma thèse. Je suis revenu en postdoc avec lui, puis là, je suis toujours en contact avec lui, je collabore toujours avec lui. C'est génial pour les raisons que Catherine dit, c'est-à-dire qu'on peut voyager, on peut faire des projets, etc. Mais c'est quelqu'un, en fait, qui a toujours su mettre ses étudiants avant lui, en fait, dans l'importance des relations. Et du coup, c'est trouver quelqu'un avec qui vous n'avez pas peur de dire les choses, dire quand ça va, dire quand ça va pas. Quelqu'un qui va vous mettre un coup de pied aux fesses quand vous faites pas des bons trucs, mais quelqu'un qui va vous féliciter quand vous le faites. Et puis ça, en fait, c'est de la relation humaine, en fait. Et je pense que c'est la clé parce que c'est ça, en fait, notre humeur tout le temps, qu'on soit étudiant, qu'on soit prof, ça fait ça. Il y a des moments de succès, il y a des moments où c'est pas bien. Puis quand c'est des moments de succès, c'est bien d'avoir quelqu'un de très proche pour nous remettre un peu les pieds sur terre. Puis aussi pour nous relever la tête de sous l'eau quand on est dans les moments un peu durs. Puis moi, les mentors,
je les vois comme ça. Puis après, l'avantage d'avoir des mentors, quand tu posais la question tout à l'heure, Mélanie, ben, je pense que c'est des gens qui sont prêts à ouvrir leur réseau pour nous, à nous conseiller. Ça nous aide pour trouver des stages, ça nous aide pour trouver des postdocs, ça nous aide après, une fois qu'on est prof, pour peut-être recruter des étudiants, accueillir des stagiaires. Et en fait, au-delà du mentorat, il y a aussi se créer un réseau, en fait, et se comporter en bon être humain avec les gens, être gentil avec les gens et respectueux. Et du coup, ça va avec le mentorat, puis ça va avec se créer un réseau, des relations, et ça finit toujours par payer ces choses-là. Moi, je suis très sur le côté humain, et je pense que c'est quelque chose qu'on doit toujours garder et mettre en avant. Enfin voilà, c'était le moment philosophique sur l'être humain. Excellent. D'autres histoires de mentorat ou de quelle qualité ça prend pour être mentor ou quels éléments ça vous a apporté au sein de la relation? Peut-être du côté de Nadia Sourial? Oui, je pense que Benjamin et Catherine ont tellement bien tout dit. Je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont dit, vraiment. C'est vraiment, on veut dans un mentor quelqu'un qui veut le mieux pour nous, qui pense à ce qui vient pour nous avant eux, qui ouvre les portes pour nous, qui cherche des opportunités. Dans mon cas, qu'est-ce qui a été très rassurant, c'est que j'avais déjà une bonne relation de confiance avec mon mentor quand je l'ai choisi comme superviseur. Donc, c'était très rassurant de rentrer dans un doctorat en sachant que j'allais être bien soutenue, bien encadrée, bien aimée, versus je sais que d'autres étudiants ont passé par des expériences plus nuancées avec leur superviseur. Donc, le fait de l'avoir connu pendant des années, puis qu'on avait déjà une très, très bonne relation, qu'elle me mentorait déjà même avant, je pense que ça faisait une grosse différence pour moi de me rassurer dans ce processus-là. Et comme les autres ont bien dit, on continue à collaborer même aujourd'hui. Je la considère comme une collègue très, très proche maintenant. Quelqu'un où ce que j'apprécie aussi dans les caractéristiques de mon mentor, c'est sa capacité à être aussi réaliste et stratégique dans ses conseils. Donc, c'est pas juste c'est bien faire la recherche, mais c'est aussi en fonction du timeline réaliste, de qu'est-ce qui est good enough, qu'est-ce qui est, où sont les meilleures stratégies pour être le plus efficace possible et efficient avec le temps. Donc, un peu la vraie vie et la stratégie aussi, comme l'idée on peut resoumettre 3 fois le même résumé si on change le titre un petit peu, parce que comme ça, on peut aller à 3 conférences. C'est comme les petits conseils cachés qu'on n'oserait pas dire à voix haute, mais quand étudiant et superviseur, on peut avoir cette relation-là. Donc, quelqu'un qui était vraiment là pour assurer mon succès avant tout, et tu sentais que c'était vraiment le but, puis qu'il n'y avait pas juste le but qu'elle avance ses propres recherches avant. Donc, vraiment, puis même maintenant, en tant que superviseur, quand je supervise les étudiants, je reprends vraiment beaucoup des choses que j'ai appris à comment elle m'a supervisée, puis j'essaie d'apprendre, je reprends beaucoup ces expressions, ces idées, là, feed the beast. Je sais pas, Mélanie, si tu l'as déjà entendu, celle-là. Tout, puis d'avoir une relation amicale, puis d'être sensible à la réalité de l'étudiant, de ce qui se passe en dehors de l'école et tout ça, c'est super important. Ouais. Super, merci pour les précisions et les histoires. Est-ce que du côté de professeur Maximilien Wilson, il y avait d'autres exemples ou d'autres témoignages sur ce que le mentorat peut apporter, peut faciliter comme épisode aussi dans sa carrière? Donc, je partage tout ce qui a été dit. En fait, il y a plusieurs mentors dans notre vie académique et en général dans la vie qui ont eu différents rôles. Ça dépend à quel moment de notre carrière on était. Mais c'est que j'ai eu la chance avec mon superviseur de doctorat d'être quand même très proche, de partager beaucoup de temps. Et c'était une personne ce que j'ai apprécié chez lui, c'est que non seulement il m'a guidé dans mon parcours, mais il me laissait beaucoup de souplesse et il me questionnait intellectuellement. Donc, il essayait de me pousser plus loin. Donc, ça, c'est quelque chose, un exercice que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié.
chez lui et que j'essaie de reproduire chez mes étudiants aussi, de les pousser plus loin, qu'ils réfléchissent, qu'ils pensent à remettre en question ce qu'ils sont en train de faire par eux-mêmes. Donc ça, c'est un aspect. Et je pense que mes collègues l'ont dit, j'aimerais peut-être mettre les mots là-dessus. Pour moi, un mentor, c'est quelqu'un avec qui il y a un rapport d'affection, quelqu'un qu'on a du respect, quelqu'un qu'on apprécie. Et c'est pour cela que quand on va parler avec ces personnes-là, quand ils vont nous conseiller des choses, on fait confiance parce qu'il y a justement, on a créé un lien qui est assez solide. Et je pense que ça, c'est très, très important pour la vie académique parce que comme ça a été évoqué, il y a des hauts et des bas que même aujourd'hui, nous avons tout le temps. C'est pas parce qu'on est prof qu'on a plus ces hauts et ces bas. Il y a des moments qui sont plus faciles, des moments qui sont plus difficiles, des moments où on est vraiment dans un élan de haut, où ça va très bien, puis d'autres moments que ça va pas aussi bien. Donc, même aujourd'hui, c'est très inégal. Donc, on a besoin quand même de continuer à avoir des mentors. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, un grand avantage de la carrière académique, c'est qu'on apprend toujours de nouvelles choses. Il y a toujours de nouveaux défis. C'est pas un travail qu'on fait dans un bureau de 9 à 5, tout le temps la même activité. Il y a tout le temps de nouvelles choses. C'est-à-dire qu'on est débutant dans plusieurs choses dans notre carrière, tout le temps, même, je dirais, jusqu'à la retraite, parce que on prend une nouvelle responsabilité dans un comité, on apprend une responsabilité comme directeur d'un programme, on commence à gérer un labo différemment. Donc, ça veut dire que on est tout le temps en train de faire de nouvelles choses et c'est pour cela qu'on pense tout le temps en des mentors, dans le sens qui a été évoqué tantôt, des personnes qui ont plus d'expérience que nous dans un certain aspect, qui vont nous guider, qui vont nous donner, partager avec nous leur expérience. Et donc, la dernière chose que j'aurais à dire, donc, la première chose, c'était ces liens de confiance, liens affectifs avec un mentor. Et l'autre chose que je pense qui est important, c'est la bienveillance. Parce que quand on fait confiance à quelqu'un, c'est parce qu'on pense que la personne va nous donner des conseils, va nous partager son expérience en pensant qu'est-ce qui est le meilleur pour nous. Donc, voilà pourquoi, oui. Il y a eu plusieurs mentors, donc je vais les nommer juste. C'était mon directeur de doctorat, Aldo Ferreres, à Buenos Aires, en Argentine. Et par la suite, ma superviseure de postdoc, Cristina Burani, à Rome. Et finalement, Yves Joannette, au CRUJM. J'ai appris des choses très différentes de E3 et c'est un peu, Catherine a nommé sa famille. Moi, j'ai pas de famille, mais je pense que c'est un peu la même chose. C'est comme quand on commence à avoir des étudiants, c'est comme les parents. Donc, on voit les bons coups, on essaie de les reproduire, puis les choses qu'on a moins aimées de nos mentors, on essaie de ne pas les reproduire avec nos étudiants. Donc, je pense que juste dans ce sens-là, c'est vraiment très enrichissant. Merci. Et il y a une question dans le chat qui tente d'élargir la conversation en dehors du milieu académique. Et ça, c'est une question qu'on avait reçue aussi par rapport aux carrières autres que professeurs qui suivent un doctorat. Donc, je ne sais pas si vous aviez des exemples, soit dans votre parcours, soit dans vos étudiants, des personnes qui visent une carrière après le doctorat, mais qui ne visent pas forcément à être professeur. Quel impact peut avoir le mentorat de ce côté-là? Puis, quel mentor? Est-ce qu'on peut mentorer un futur professeur en n'étant pas professeur, ou est-ce qu'un professeur peut mentorer quelqu'un qui souhaite avoir une carrière post-doctorat en dehors du milieu académique? Je ne sais pas si vous aviez des commentaires à ce niveau-là. J'ai un exemple très précis là-dessus, en fait, qui, je pense que c'est vraiment important de le mentionner. Moi, ma plus grande crainte en devenant chercheur, c'était de me dire, parce qu'on est formé en sciences, hein, on n'est pas formé, en tout cas dans mon cas à moi, on n'est pas formé en psychologie, en ressources humaines, en gestion tout court, on est formé en sciences. Moi, je me disais, est-ce que je vais être à la hauteur pour offrir assez d'écoute à mes étudiants, à mes stagiaires, à mes postdocs? Puis, ma première étudiante que j'ai eue dans le labo, c'était une soie, elle était vraiment adorable, elle travaillait super bien. Elle m'a dit au terme de sa maîtrise et de son doctorat qu'elle détestait travailler avec des souris, mais ça a été long avant qu'elle me le dise. Puis, en fait, 2 ans avant la fin de son doc, je me suis assise avec elle et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux vraiment faire dans la vie? Puis c'était vraiment une fille plein de belles compétences, plein d'ambition, de l'entre-gens. Elle avait, bref, toutes les qualités. Une première étudiante de rêve à avoir, là, je vais la nommer, c'est Andrea Milassan. Puis, en fait, Andrea, elle m'a dit, ben écoute, Catherine, moi, je vais finir mon doc,
parce que j'adore la recherche dans ton laboratoire, mais j'aimerais ça faire un MBA. Elle dit, mon but, c'est de mettre des high heels tous les jours, mettre des loups-boutins, puis j'aimerais ça flasher dans mon métier, puis je veux pas être dans un laboratoire. J'aimerais vraiment ça, utiliser mon sens des communications, mais vraiment son entre-gens. C'est ça qu'elle voulait faire un MBA. Puis là, je me suis dit, bon, regarde, c'est quoi, qu'est-ce que ça prend pour t'inscrire à un MBA? Puis je vais t'aider là-dedans, coûte que coûte. Ça a été ma première expérience d'encadrement, puis j'ai adoré ça parce que je sentais que c'était une mission accomplie. Oui, j'ai formé une super bonne chercheure, mais en plus, j'ai formé une fille qui allait au bout de son ambition de faire un doctorat dans le but d'avoir un MBA puis dans le but de travailler en industrie. Fait qu'elle, Andrea, elle a regardé puis elle m'a dit, bon, pour m'inscrire à un MBA en sciences pharmaceutiques, dans son cas à l'Université Laval, elle dit, il faut que je prouve que j'ai été sur le milieu de travail. Là, elle dit, mais là, je fais un doctorat. Je dis, attends un peu, on va t'arranger ça. Fait que j'ai fait une belle lettre qui disait que son doctorat, c'était en fait son premier tremplin comme emploi. Fait que j'ai fait les plus belles lettres que je pouvais faire pour qu'elle soit acceptée dans le programme de MBA. Elle a été acceptée. Donc, 2 jours semaine, elle faisait son MBA. Puis le reste du temps, elle était au laboratoire. Si elle devait venir le week-end, elle venait. Après ça, elle même allait faire une compétition en Australie internationale qu'elle a gagnée avec 3 de ses coéquipiers. Donc, elle s'accomplit. C'est quelqu'un qui était capable de s'accomplir des 2 côtés, autant dans son doc que dans son MBA. J'étais vraiment fière de lui avoir permis de faire ça parce qu'au terme de son PhD, elle a eu une job comme ça tout de suite chez Novartis comme MSL. C'était sa job de rêve. Puis là, elle adore ce qu'elle fait en ce moment. Puis même, elle parle beaucoup du laboratoire puis de mon style de mentorat à ses collègues là-bas. Fait que, tu sais, ça fait en sorte que, tu sais, je suis vraiment contente parce que oui, j'ai pas notre satisfaction en tant que chercheur, c'est pas juste de former des profs, mais c'est aussi et surtout de faire aimer le futur travail aux étudiants. C'est de leur faire aimer la science, mais de leur faire aimer tout ce qui est connexe à la science académique aussi. Parce que ça mène pas juste à la recherche académique, là, faire un doc ou un post-doc. Là. Fait que je suis vraiment contente de ça. Puis depuis ce temps-là, en fait, à chaque fois que j'ai un étudiant qui rentre dans le labo, je lui demande c'est quoi ses perspectives de carrière. Bon, après, ils ont toujours un peu peur, puis ils disent tout, ah oui, c'est d'ouvrir mon laboratoire. Mais tu sais, je sais bien que c'est pas toujours ça. Tu sais, il faut être réaliste aussi. Puis comme Nadia disait aussi, c'est pas tout le monde qui peut ouvrir un laboratoire. Tu sais, j'oserais dire les taux de succès de ceux qui sont capables d'ouvrir un laboratoire puis de keep up pour avoir du financement mince, on le sait. Fait que je trouve ça bien que les jeunes aient d'autres intérêts aussi, puis j'aime bien les pousser là-dedans dans leurs ambitions de carrière. Je pense que c'est super important. Donc oui, le mentorat, c'est important, pas juste dans le milieu académique, mais dans ce que, peu importe ce que la personne veut faire, aider la personne à aller chercher ses intérêts et ses aptitudes. Je pense que c'est super important. Je peux rebondir? Oui, excellent. En fait, c'est pas la majorité des gens qui vont finir à avoir un job. Enfin, faut être honnête et réaliste là-dessus. Je pense qu'il faut se le dire. C'est comme quand on est sportif et qu'on veut être sportif de haut niveau, c'est pas la majorité qui arrive à vivre en étant professionnel dans le sport. Bah, c'est la même chose avec la recherche. Et du coup, tout ce qu'on développe dans notre formation, en fait, on peut le transférer dans plein d'autres choses. Et il y a aussi de la formation et du vécu qu'on a en dehors de la recherche qu'on peut transférer à la recherche. Si je prends mon exemple personnel, j'ai beaucoup entraîné au basketball et j'ai beaucoup arbitré. J'ai appris énormément grâce aux gens qui m'ont formé dans l'arbitrage et dans l'entraînement. Parce qu'en fait, tu vas transférer des choses de la même manière que tu transfères dans ta formation en MBA comme tu as décrit. En fait, tu vas transférer, quand tu arbitres, tu vas apprendre de la gestion de conflits. On va te donner des conseils que tu vas pouvoir retransférer dans n'importe quel métier par la suite. Quand tu entraînes, tu vas pouvoir transférer des compétences de relations entre les gens que tu vas pouvoir transférer par la suite. Quand tu fais ton PhD, tu vas développer une rigueur scientifique et une approche que tu vas pouvoir transférer par la suite. Donc, en fait, pour moi, tu en reviens toujours à trouver des personnes avec des valeurs humaines auxquelles tu peux t'identifier et qui vont te transférer des choses et qui vont être capables, selon tes objectifs, d'identifier tes forces et ensuite de te les transférer et de te le mettre en avant comme Catherine que tu décris, que tu as retourné la lettre à l'avantage. Ben, en fait, ça, c'est l'exemple typique du mentor qui est top. C'est-à-dire qu'il va être capable de dire, ben, ça, c'est les points forts de la personne. Je vais le mettre en avant et puis ça peut s'appliquer dans plein de choses, en fait. Il y a pas que la recherche. Il y a plein de choses à faire, tu sais. Et il y a plein de compétences qu'on développe quand on fait une formation de recherche qui sont transférables et hyper pertinentes dans plein de travail, en fait, et qui sont super utiles. Comme nous, on a plein de lacunes. On nous apprend pas à gérer un budget. C'est un exemple tout bête, mais on arrive chercheur, on a 0 formation, tu sais, faut se le dire, sur comment gérer un budget.
On arrive, bonjour, vous avez votre financement, gérez votre budget. Bah, on est bien content d'avoir des gens et qu'on peut contacter et puis qu'on reçoit des conseils. Puis aussi, un autre truc, moi, qui m'a marqué, que Maximilien a décrit, en fait, c'est qu'il y a plusieurs mentors et ça évolue au fil des temps. Moi, je suis le plus heureux du monde de travailler et d'être mentoré, par exemple, par Pierre Rainville au Crium, qui a le cœur sur la main, en fait, et qui m'aide tous les jours. Et je sais que ma prise de fonction se serait pas aussi bien passée si j'avais pas eu la chance de pouvoir être avec lui. Mais ça, je le connaissais pas, Pierre, avant. Il est rentré dans ma vie quand j'ai pris ma fonction. Et je suis le plus heureux du monde de pouvoir travailler avec lui. Et en fait, au fil qu'on évolue, et je pense qu'on avance, on rencontre des personnes différentes, on garde contact, on crée de nouveaux contacts. Et faut juste être avec des gens avec qui on se sent bien et heureux de travailler et d'échanger, je pense. Merci. On se lève tous les jours le matin quand même. Je m'excuse, mais on se lève tous les jours le matin pour aller travailler. Donc, c'est bien de s'entourer de personnes avec qui on se sent à l'aise. C'est super important, je pense. Excuse-moi, Nadia, pardon. Non, non, pas du tout. Je vais amener peut-être d'autres perspectives là-dessus. Peut-être plus grounded dans mes expériences. Je pense que une des choses que je vois en faisant un doctorat dans le milieu académique, c'est qu'on n'entend pas beaucoup parler des autres options en dehors de l'académie. Fait qu'on est beaucoup, puis c'est à cause de qui on est entouré d'autres chercheurs, c'est ce qu'on voit comme étudiant. Donc, forcément, on pense tout de suite à ça comme carrière. Mais je pense que les cafés scientifiques comme on fait maintenant, les forums de discussion, c'est super important pour savoir quelles sont les autres options en dehors de l'académie, pour faire encore une fois des décisions éclairées sur notre carrière. Puis, une des choses en particulier qui m'a surprise, puis j'ai vraiment, l'histoire du budget, là, ça pouvait pas être plus clair. C'est un gros choc quand on commence d'être chercheur parce qu'en fait, on est formé à avoir la rigueur scientifique, à faire de la recherche, mais être chercheur, c'est beaucoup plus que de faire de la recherche, c'est beaucoup de réseautage, d'avoir cette capacité d'aller chercher des collaborations, de négocier, de trouver des nouveaux, d'aller chercher du monde, de faire ces initiatives-là. La gestion, c'est tout ce qui est management, le budget, manager les différents papiers administratifs et tout ça. Fait que, j'ai tout de suite compris, puis je pense que c'est important de le dire aux étudiants qui pensent pas exactement c'est quoi le day-to-day d'être une chercheure, c'est comme avoir sa propre business. Fait que si vous avez le goût d'être entrepreneur et manager une petite entreprise ou à terme une grande entreprise, ça ressemble vraiment à ça, de la recherche. C'est qu'au lieu d'aller chercher des contrats privés, on va chercher des fonds de subvention. Les clients, ben c'est les patients ou c'est les parties prenantes. Fait que c'est très relié à gérer une business dans le sens que c'est pas du 9 à 5, il y a tout ce qui est autour de la recherche qu'il faut faire. Donc, je parlais avec une copine récemment qui m'a dit, moi, j'aime ça être en arrière-plan. Je veux pas me mettre de l'avant, je veux pas aller devoir cogner sur des portes puis être la personne à l'avant. Il faut aussi connaître c'est quoi nos forces, nos faiblesses, puis qu'est-ce qu'on souhaite faire pour savoir aussi si c'est une bonne trajectoire de carrière. Donc, je pense que pour revenir au mentorat, c'est d'autant plus important d'avoir des mentorats, pas juste dans le milieu académique, mais d'aller parler aux gens qui travaillent en industrie, au gouvernement, en consultation, pour voir quelles sont les options, quelles sont les qualités, les obstacles, les défis des différentes options, pour voir qu'est-ce qui va s'arrimer mieux avec ce qu'on aime faire. Puis, je me rappelle une fois dans mon département, ils nous avaient montré le petit tableau 2 par 2. Les choses qu'on aime faire, les choses qu'on n'aime pas faire, les choses pour lesquelles on est bonne et les choses pour lesquelles on est moins bonne. Donc, la plupart du temps, notre carrière se ramasse dans le carré qui est les choses qu'on aime et qu'on est bonne à faire. Tu sais, mais des fois, moi, je pense que je suis plus du côté les choses que j'aime faire, mais pas toujours bonnes. C'est un peu ça. Tu sais, il faut creuser, il faut demander plein de questions parce que sinon, c'est comme on est parti avec le tsunami de la recherche quand on est en doctorat, puis on voit juste cette ligne droite. Mais je pense que c'est bien d'explorer toutes les options
Parce que, tu sais, un doctorat, c'est long, c'est beaucoup d'investissement de temps, de sacrifices et tout ça. Donc, c'est bien de savoir à l'avance pourquoi on fait un doctorat, ça va être quoi, c'est quoi le but à la fin, même avant de le commencer, pour s'assurer qu'on fait les choses de façon éclairée. Merci. Je me demandais peut-être du côté de Maximiliano Wilson, est-ce qu'il y avait des exemples ou des témoignages en dehors du milieu académique, que ce soit par expérience de mentorat ou de mentoré? Je ne sais pas si ça faisait écho. Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'idée que le mentorat, c'est pas juste la vie académique. Nous-mêmes, ou je parle pour moi-même, en fait, je connais mal beaucoup d'autres choses qui sont en dehors de la vie académique parce que, comme Nadia l'a dit, mon parcours a été doctorat, vie académique. J'ai pu voir d'autres choses, mais ce qui est important, c'est de pouvoir référer, de trouver des personnes ressources qui ont des différents parcours. Je trouve ça très enrichissant. C'est de pouvoir avoir des personnes qui viennent de la vie académique, qui viennent pas de la vie académique, qui pourraient donner des exemples de qu'est-ce qu'on pourrait faire après un doctorat. Parce que justement, comme Benjamin disait, beaucoup, sinon la plupart des compétences qu'on va acquérir pendant un doctorat, pendant une maîtrise, on peut les transférer dans d'autres choses de la vie qui ne sont pas nécessairement académiques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important, une discipline, une rigueur, qui sont vraiment très, très importants, des atouts dans n'importe quelle carrière non académique aussi. Donc là, je pense c'est important de garder ça en tête, qu'il existe quelque chose qui n'est pas la vie académique après un doctorat. Puis, dans un autre côté, comme expérience personnelle, quelquefois, moi, je travaille au programme d'orthophonie. Donc, c'est une maîtrise professionnelle. Souvent, certains étudiants qui ont beaucoup d'aptitudes, qu'on a supervisées, qui veulent faire la recherche, mais qui passent après avoir diplômé rapidement au marché du travail comme orthophoniste, puis adorent ça, puis ils laissent comme à côté les plans de faire la recherche. Mais je trouve que c'est vraiment tout à fait logique et pertinent. On n'a pas besoin que tout le monde fasse de la vie académique, on n'a pas besoin que tout le monde fasse autre chose. Donc, on a besoin de toutes les choses. Et il faut tout simplement penser à quels sont les atouts et les compétences que je vais acquérir pendant un parcours académique et que je pourrais par la suite appliquer à d'autres choses. Excellent, merci. Je me demandais s'il y avait d'autres questions au sein du public. Sinon, moi, il me reste une question, mais je peux la garder pour plus tard, voir si on a du temps et passer la parole à Amélie pour la suite. Oui, merci Mélanie. En fait, notre dernière thématique, ça serait de parler des conseils pour la recherche de demain. Donc, quels conseils vous aimeriez donner à des étudiants de maîtrise, de doctorat ou même des postdoctorants, postdoctorantes, pour savoir comment eux, ils pourraient réussir dans le futur. Mais là, il y a comme déjà plein de choses, il y a comme déjà plein de trucs que vous avez mentionnés. On a déjà parlé du mentorat, de la collégialité, hein, l'importance de faire des contacts avec les autres étudiants, étudiantes. Vous avez parlé aussi de l'aspect humain, de la recherche. Pour moi, ça résonne vraiment très, très fort, là, l'aspect humain. Mais il y a aussi des thématiques là, qui ont été évoquées, qui étaient réalistes aussi, là, comme quoi c'est un milieu qui est parfois difficile, exigeant, qui va déborder sur la vie personnelle. Fait que, en fait, j'aimerais ça savoir quels seraient vos trucs que vous donneriez à quelqu'un qui souhaiterait faire carrière en recherche. Puis, tu sais, ça peut être toutes sortes de trucs. Ça peut être du côté philosophique, sur le plan de l'approche, hein, comment on fait les choses, mais ça peut être des trucs aussi un peu concrets, comme dans la vie de tous les jours, comment est-ce que vous faites pour s'assurer que les projets réussissent bien, là. Donc, je vais garder la même rotation de parole qu'on avait depuis le départ. Donc, je vais débuter par Catherine Martel. Parfait. Ben, moi, je dirais la première chose, premier conseil, attache ta tuque avec la broche si tu veux rester en recherche académique. C'est assez tough, tu sais, dans le sens que
vraiment, en plus, je suis passée par là cette semaine. Là, j'aime bien rencontrer mes étudiantes pour qu'elles fassent des introspections. J'aime ça les questionner à savoir qu'est-ce que tu trouves qui va bien, comment tu vois ton futur et tout ça en recherche ou autre, tu sais, au moins ton futur en laboratoire. Puis là, ce que je m'aperçois de plus en plus, là, puis ça fait 6 ans et demi que j'ai mon labo, incluant un congé de maternité de 6 mois, puis j'ai un deuxième congé de maternité qui s'en vient aussi, d'où pourquoi j'ai des bouffées de chaleur puis je viens rouge de temps en temps. Donc, ce que je m'aperçois de plus en plus souvent, c'est que les étudiants se servent souvent de la recherche comme un tremplin. Puis malheureusement, pour les chercheurs, il y a beaucoup d'étudiants qui veulent aller en médecine dentaire, puis qui ne focusent pas sur ce qu'ils font. Moi, j'ai rien contre ça. J'ai un étudiant qui me dit, je vais aller en médecine vétérinaire après ma maîtrise. J'ai dit, pas de problème, je vais t'aider. Je l'ai envoyé en stage d'observation chez une amie qui est vétérinaire. Il adorait ça. Tant mieux s'il veut faire ça puis il peut le faire. C'est fantastique. Mais ce que je demande à ma gang, c'est que peu importe ce que tu veux faire après tes études graduées, concentre-toi sur ce que tu fais. Déjà, fais-toi confiance, donne-toi les moyens de réussir. Puis ça, se donner les moyens de réussir, c'est se concentrer sur la tâche qu'on fait. Donc, oui, c'est correct si tu rêves à aller en médecine vétérinaire après, mais il faut vraiment se donner à fond dans ce que vous faites dans le moment présent. Puis ça, c'est bon pour n'importe quoi dans votre vie, là. Tu sais, il faut vraiment, si tu fais quelque chose, fais-le, mais fais-le bien. Puis je pense que c'est le conseil principal pour bien réussir, peu importe ce dans quoi on veut exceller. Je pense que ce serait le premier take-home message là-dessus. Puis, deuxième chose, pour bien réussir, après, je pense qu'il faut établir ses propres standards puis savoir aussi c'est quoi les standards de notre directeur, notre directrice de recherche. Mais il n'y a pas juste ça. Parce que comme je dis à ma gang aussi, moi, ce que je m'apprête à vous dire, je l'ai réalisé en cours de PhD. Fait que j'avais déjà fait un stage de bac, une maîtrise. En fait, quand on fait de la recherche, là, oui, on le fait pour faire avancer la science. Oui, on le fait pour que notre directeur, notre directrice de recherche soit content de nos résultats et qu'éventuellement, on ait un super beau mémoire de maîtrise ou une belle thèse de doctorat, mais on le fait pour soi, on le fait pour l'accomplissement personnel. Tu sais, je pense que Benjamin, l'exemple qu'il a donné par rapport au sport d'élite, c'est vraiment merveilleux comme exemple parce que c'est vrai qu'il y en a plein qui vont être sélectionnés pour aller jouer Midget 3, après ça, aller jouer dans la Ligue junior majeure, tu sais, il va y en avoir plein qui vont être sélectionnés là-dedans, mais plus on s'en va dans le particulier, moins il y en a qui réussissent à atteindre l'objectif de la Ligue nationale, par exemple. Puis après, tu sais, il y a les équipes européennes, là, c'est pas ça non plus, aller jouer dans la Ligue nord-américaine ou dans la Ligue européenne, tu sais, il y a d'autres options que de s'en aller juste dans la Ligue nationale. Fait que je pense que l'analogie est vraiment bonne, puis, tu sais, je pense que c'est ça, faut être réaliste envers ses attentes, puis il faut aussi essayer de creuser pour connaître ses propres attentes. Qu'est-ce que tu veux faire vraiment? Mais quand tu t'investis au laboratoire, investis-toi au laboratoire. Va-t'en pas t'éparpiller n'importe où, puis sois franc avec toi-même et avec ton directeur, ta directrice de recherche. Moi, c'est ça que je dirais. Je pense que c'est un beau signe d'ambition aussi parce que ça montre que tu es capable d'avoir du succès et de terminer ce que tu commences aussi. Voilà, c'est ma petite tranche de My Two Cents. Parfait, c'est comme des missions de vie, être dans le moment présent puis bien connaître ses attentes, c'est comme, puis tu sais, ça se développe souvent aussi, tu sais, on n'en parle pas, mais quand on est au doctorat ou aux études supérieures, de façon générale, on est dans la vingtaine, peut-être début trentaine maximum, mais tu sais, c'est des moments où on se définit beaucoup en tant que personne aussi, là, fait que c'est vraiment des très, très bons conseils à donner. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Benjamin, donc... je vais commencer comme avant. Je retrouve beaucoup Catherine sur pas mal de choses. Sincèrement, c'est vraiment marrant. Déjà, moi, je sais pas comment dire. Déjà, la première chose que je regarde sur le CV de mes étudiants, déjà, et je sais qu'on est plusieurs à faire ça, moi, c'est pas les notes. Je préfère m'investir financièrement avec l'argent de mes plutôt que... Moi, je regarde l'investissement en dehors, dans la communauté, le volontariat et le bénévolat. Et c'est quelque chose, en fait... Pardon, j'ai un problème de son. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, mais de loin, je dirais. Et là? Ah, beaucoup mieux, merci. OK, pardon. En fait,
il y a les notes, c'est super important, c'est crucial en fait, mais pour la raison que Catherine décrit, en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont aller dans les laboratoires pour utiliser ça comme un tremplin et en fait, on ne sait pas trop si c'est pour vraiment s'investir dans la recherche ou le découvrir. Et en fait, souvent, il y a énormément de très bons étudiants qui n'ont pas forcément 4.3 sur 4.3, mais qui ont un énorme investissement communautaire dans la vie de tous les jours, qui s'investissent dans la société, en fait, et qui, du coup, ont un peu moins de temps, puis peut-être un peu moins de notes un peu plus basses, mais qui après vont vraiment exploser de bonne manière et rayonner au niveau des études de deuxième cycle. Et moi, là, ce que je regarde, là, c'est vraiment l'investissement là-dedans, parce que si vous faites pas mal de choses à côté et que vous avez un dossier quand même solide, je vous parle pas d'avoir pas des bonnes notes, c'est pas ce que je vous dis, il faut que vous ayez des bonnes notes. Mais si vous investissez à côté et qu'en plus de ça, vous avez un dossier solide au niveau des notes correctes, même s'il n'est pas excellent, ça veut dire que vous avez une capacité d'organisation, en fait. Et du coup, là, je pense que ça, c'est déjà une bonne chose. Donc, mon premier conseil, c'est investissez-vous en dehors. Puis, soyez transparent avec vos buts et objectifs, comme l'a dit Catherine. Nous, on est prêt à aider, enfin, nous, les professeurs en général, on est prêt à aider tout le monde, en fait, parce qu'on est passionné par notre travail. Et notre but, c'est que vous puissiez vous former. Mais pour pouvoir vous aider, il faut qu'on sache quels sont vos buts. Donc, si vous voulez utiliser ça comme un tremplin pour aller ailleurs dans un autre métier, il n'y a pas de problème. Mais nous, il faut qu'on le sache parce qu'on va individualiser notre approche et aussi nos feedbacks. Donc, ça, soyez honnête là-dessus. Et ensuite, celui-là, ça, c'est le plus gros conseil que je peux vous donner, accepter l'échec et accepter la critique. En fait, l'échec, c'est normal pour plusieurs raisons. C'est que, déjà, c'est hyper compétitif comme milieu. Donc, si vous n'êtes pas prêt d'accepter l'échec, allez pas en recherche. Ensuite, l'échec, c'est normal aussi quand on apprend tous les jours, même nous, les profs, là, et surtout en début de carrière, on apprend énormément tout le temps, en fait. Et c'est juste normal, l'échec, parce qu'en fait, quand on fait un échec, on se trompe, on analyse pourquoi on s'est trompé, on prend la critique et on avance. Donc, accepter l'échec et la critique quand elle est fondée, bien sûr. Et le plus gros conseil que je vais vous donner, choisissez une thématique qui vous plaît. Vous n'avez pas envie de faire un doc dans quelque chose qui ne vous plaît pas. Trouvez le compromis entre être financé et faire quelque chose qui vous plaît, mais ne mettez jamais de côté l'intérêt pour la thématique de recherche que vous allez faire. Vous n'avez pas envie de vous lancer dans un doctorat pendant 3 ans ou plus à travailler sur quelque chose qui ne vous intéresse pas. Parce qu'en fait, ça va devenir concrètement votre vie pendant un moment. En fait, vous allez vivre 100% avec ça non-stop. C'est pas le type de métier où vous avez fini votre métier, vous rentrez à la maison et puis c'est bon, j'ai fait ma shift et c'est terminé. Vous rentrez à la maison, vous allez vous retenir d'ouvrir vos courriels des fois, vous allez toujours avoir une idée en tête que vous allez noter, vous allez des fois vous dire « Ah, il faut que je note ça », etc., etc. Donc, vous avez envie d'avoir ça dans votre tête sur un sujet qui vous plaît. Donc, voilà. Mais n'oubliez pas l'investissement communautaire. Il n'y a pas que les notes qui sont importantes et c'est pas que ça qu'on regarde. Parfait, merci beaucoup. Je pense que ce sont des conseils très, très précieux, là, d'aimer ce qu'on fait, ça fait partie des choses importantes. Je vais maintenant passer la parole à Nadia Sourial. Oui, Amélie, je vais vous parler un petit peu de conseils pour se préparer, pour être compétitif quand on va appliquer pour des postes académiques. On est encore dans un contexte où les publications comptent beaucoup quand on va appliquer à des postes et des bourses, des subventions et autres. Donc, une petite stratégie pratico-pratique, c'est essayer durant votre maîtrise, votre doctorat, d'insérer des petites mini-publications, même si c'est des petits commentaires, des blogs, des éditoriales, des lettres à l'éditeur. C'est des lignes sur le CV supplémentaire, puis ça enrichit le CV sans demander que ça soit des articles complets de recherche. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut vraiment booster le CV pour être compétitif là, pour différentes compétitions. Ensuite, l'interpersonnel est très important. Quand on fait des entrevues de recrutement, ils ne regardent pas seulement ta capacité à faire de la recherche, à être subvencé, tes collaborations, mais est-ce qu'ils veulent t'avoir comme collègue? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui ils se voient travailler jour après jour, vraiment comme collègue, de façon vraiment en termes de personnalité, d'interpersonnel. Donc, minimisez pas vos talents de communication, d'être sympathique, d'être friendly, d'être quelqu'un avec qui on veut travailler. Je pense que c'est pas toujours vu comme étant un des critères quand on fait des entrevues de recrutement, mais
la faculté cherche un collègue avec qui ils vont aimer travailler. Donc, ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut se présenter comme quelqu'un qui n'est pas rigide, qui est ouvert, qui veut collaborer. Donc, tout ça, c'est super important aussi. Au début d'une carrière de recherche, si vous allez dans ce domaine-là, moi, j'ai trouvé que c'était très important au début, surtout que j'ai commencé en contexte pandémie, de dire oui à tout au début parce que ça permet de se faire connaître, ça permet de réseauter et stratégiquement, ça permet aussi après de pouvoir demander à ce nouveau réseau-là de collaborer sur vos propres projets. Donc, c'est beaucoup win-win, les stratégies de collaboration en recherche. On s'entraide beaucoup. Donc, si on aide de différents collègues, collaborateurs avec leurs projets, ils vont nous aider sur nos projets. Donc, c'est vraiment win-win. Donc, d'avoir cet aspect stratégique de dire oui à tout au début, mais en même temps, il faut que ça reste proche de ce qu'on aime faire puis de notre programme de recherche. Puis éventuellement, il y a un point où on dit, OK, là, j'ai assez établi de connexion, de collaboration, j'ai ce qu'il me faut. Là, on peut commencer à être sélectif dans quoi on veut vraiment s'investir, ou des fois, on peut se retirer de certaines choses en disant, je suis désolée, je suis trop engagée pour faire ça, mais j'ai trouvé qu'au début, être ouvert et aussi flexible et pouvoir s'adapter parce que moi, j'avais mon programme de recherche très clair en tête avant de commencer, puis hop, j'ai commencé, il y avait la pandémie, il n'y avait plus aucune subvention qui était disponible, sauf des subventions COVID. Donc, du jour au lendemain, on devient des chercheurs qui font de la recherche en COVID. Donc, il a fallu, être flexible puis adapter les recherches qu'on veut faire selon les financements qui sont disponibles. Fait qu'il y a une certaine, il faut quand même y aller avec le courant un petit peu, mais que ça reste toujours, pas être en vieillissement puis tout d'un coup faire du HIV, par exemple, mais être quand même flexible de pouvoir, télésanté, par exemple, pour moi, ça n'a pas été quelque chose auquel j'avais pensé au début qui serait partie de mon programme de recherche, mais avec COVID, avec où est-ce qu'on s'en va dans le système de santé, ça devient maintenant un enjeu très important et donc il faut s'adapter, il faut l'intégrer dans ce qu'on fait. Sinon, un autre conseil que je dirais, c'est, puis vous le vivez déjà comme étudiant, c'est que c'est jamais assez. On peut toujours faire plus. Il y a toujours un autre article à écrire. On est toujours en retard. Je pense que ça, c'est un des sentiments si on est perfectionniste ou on est des high achievers, de toujours se sentir comme il y a trop de boulot devant nous, puis on n'est jamais à date avec toutes nos tâches. On est toujours en retard. Mais c'est d'accepter ça. C'est d'accepter que ça va toujours être comme ça, puis de pouvoir quand même se mettre des limites, parce que sinon, on va se brûler très, très rapidement. Donc, c'est vraiment de comprendre que c'est du 24/7, mais qu'on ne peut pas faire une vie comme ça, et donc d'accepter qu'il y a des choses qui vont passer à côté, qu'on va peut-être manquer des deadlines. J'ai demandé 3 fois des extensions pour des articles à resoumettre parce que j'arrivais juste pas à arriver au deadline. Donc, de se laisser cette chance de pas toujours vouloir faire à 110% comme on est habitué, donc vraiment de voir ça comme le marathon puis pas le sprint. Puis d'être juste réaliste dans ses attentes, puis d'avoir une compassion pour soi, que c'est correct si tout n'est pas parfait, puis c'est correct de faire des erreurs, puis de prendre une vision plus sereine. Merci beaucoup pour ces paroles bienveillantes. C'est vraiment génial. Je vais donc terminer notre tour de table avec Maximiliano Windelson. Donc, je vais vous céder la parole. Donc, quoi dire de plus? Je pense que tout ce qui a été dit est vraiment très, très intéressant. Si je pense à quelqu'un qui a fait un doc ou qui est en train de le finir et qui veut faire une carrière en recherche, un vieillissement en particulier, moi, je pense à 3 choses. L'amour, la persévérance et la stratégie. Donc, il faut aimer ce qu'on fait pour les bonnes raisons. Comme Catherine a dit, c'est pas un tremplin pour faire autre chose. Il faut aimer les parcours, faire la recherche
parce qu'on aime des A à Z, même les bouts qui sont poches, on les aime quand même, puis on apprend à les apprécier. Et pas parce que c'est prestigieux, parce que c'est bien vu, parce que c'est pas les bonnes raisons. Donc, il faut aimer ce qu'on fait et être certain que c'est ça ce qu'on veut faire pour les bonnes raisons, avec les bons et les mauvais coups. La deuxième chose que j'ai pensé, c'est la persévérance, parce que comme Benjamin l'a dit, on est tout le temps confronté à l'échec. Il y a tout le temps des refus, des rejets. Donc, vous allez postuler peut-être plusieurs fois pour des postes. Ne découragez pas. Il faut être persévérant. Il faut continuer à postuler. Chaque demande pour un poste, quand vous allez présenter votre demande, appliquer pour un poste, et vous allez peut-être vous rendre plus lent. Peut-être les premières fois, on va pas vous appeler à entrevue. Les fois suivantes, on va vous appeler à entrevue. Chaque fois, c'est une expérience sur comment s'améliorer, comment profiter de ce qu'on a vécu pour aller plus loin. Et ça s'arrête pas là. Donc, ça veut dire qu'après, vous allez faire des demandes de subventions une fois que vous avez eu un poste. Et je dirais peut-être une fois sur deux, vous allez avoir des refus pour votre demande, des rejets que vous n'allez pas avoir. Donc, il faut être persévérant. Il faut se remettre sur ses pattes, puis continuer et voilà, continuer pour tout et partout. Donc, ça, c'est la deuxième caractéristique. Je pense que la troisième, je dis, c'est la stratégie, d'être stratégique, parce que si vous pensez à une carrière en recherche en général et à un business en particulier, il faut penser qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui pourrait être une priorité à développer et trouver cette niche qui n'a pas encore été explorée, mais qui vous permettra de vous démarquer comme profil des chercheurs, mais aussi de développer, de créer une programmation de la recherche qui est originale, qui est vraiment à vous, mais qui est aussi novatrice et intéressante selon les priorités. Si je dois parler en particulier, et ça c'est mon opinion personnelle, je pense que, je parlais un peu au début de ça, je pense qu'il y a deux aspects qui sont très importants pour moi en vieillissement en ce moment-là. Trouver les bons coups et les côtés positifs du vieillissement, pas marteler tout le temps sur les pertes, sur ce qui ne va pas fonctionner. Il y a des bons coups et je pense que c'est très important de donner ce message-là. Ça, c'est déjà novateur dans notre domaine en vieillissement, de parler des bonnes choses, des bons coups qui arrivent avec le vieillissement. Puis la deuxième chose, je pense que c'est vraiment de faire des choses qui vont améliorer la qualité de vie des personnes, de penser qu'est-ce qu'on peut faire, même si on fait de la recherche fondamentale, des choses qui n'ont pas une application immédiate, directe, de penser qu'est-ce que je sais que je suis en train de faire va peut-être être repris par quelqu'un d'autre, mais qu'est-ce que ça peut faire pour augmenter la qualité de vie des personnes vieillissantes. Donc, je pense que ces deux aspects-là mis ensemble, faire ressortir un côté positif et parler d'améliorer la qualité de vie. Dans mon domaine, ça serait plutôt la qualité de vie cognitive. C'est vraiment deux aspects qui sont très, très importants et je pense que l'avenir est vraiment dans ça. On a pas mal compris comment ça fonctionne, comment ça, au niveau cognitif et même physique, comment ça empire les déclins qu'on a. Mais là, c'est le moment de penser au bon coup, les choses qu'on pourrait faire pour éviter ça, pour l'améliorer. Et il n'y a pas que des mauvaises choses en vieillissant. On devient plus sage, on dit. Hein? Merci beaucoup pour ces paroles-là. Donc, amour, persévérance et stratégie. Trouver les bons coups en lien avec le vieillissement. J'adore cet aspect-là que vous avez fait ressortir. C'est quelque chose que j'ai fait en fait avec des étudiants parce que j'enseigne en orthophonie, puis c'est quelque chose que j'ai fait avec les étudiants, puis bref, ils ont trouvé ça très drôle. Puis miser sur la qualité de vie. Donc, vraiment deux aspects super importants en lien avec le vieillissement. Donc, merci à vous quatre. On a une question dans le chat, je crois, qui a été posée il y a quelques minutes, mais je vais vous la poser maintenant. En fait, c'est une question assez spécifique de Lise qui demande « Quels profils ont le plus de chances de percer dans le milieu académique? » Je vais être court là-dessus, je pense. Je vais essayer d'être court là-dessus. Je pense que ça va avec un aspect que Maximilien il a donné dans sa réponse sur la niche de recherche. Ah oui, la niche de recherche. Moi, je sais que c'est quelque chose un conseil qui m'a été donné beaucoup.
comme c'est très compétitif, en fait, on se retrouve dans une situation où déjà, il faut les gros dossiers, mais il faut aussi avoir une particularité de la recherche innovante et la niche de recherche, en fait, quelque chose qui fait notre identité unique en tant que chercheur et notre spécialité. C'est souvent ça, en fait, qui va permettre d'aller chercher des choses uniques ou des postes, c'est-à-dire quelque chose qui nous permet, nous, de nous identifier, qui est souvent dans la continuité, mais différente de nos mentors ou précédents chercheurs. C'est souvent l'intégration de ce qu'on a fait au postdoc avec la thèse, c'est souvent des mélanges de différentes choses qui fait qu'on est unique et on a un spécimen unique, entre guillemets. On a un spécimen unique où d'autres chercheurs n'ont pas cette particularité précise. Je pense que c'est la niche de recherche, à même niveau de dossier, la niche de recherche, c'est ce qui va un petit peu exciter les comités de recrutement, je pense. Puis je rajouterais à ça que c'est tellement dépendant de l'expertise que le département cherche à ajouter à leur équipe. Donc, on peut aussi être très, très compétitif, par exemple, en quantitatif, mais si le département cherche à rajouter une expertise en qualitatif, c'est vraiment des fois hors de notre contrôle. Ça dépend vraiment de quel morceaux du casse-tête ils ont besoin à rajouter à leur casse-tête. Mais je suis totalement d'accord avec ce que Benjamin a dit, dans le sens que on veut toujours être la pomme dans le bol d'orange. Ça, c'est une expression de mon mentor aussi. Donc, on veut se différencier. On veut, qu'est-ce qu'on apporte, nous, comme plus-value qui n'est pas parmi d'autres chercheurs dans notre domaine. Dans mon exemple, c'était le fait que j'étais une biostatisticienne, mais là, je travaille en vieillissement, première ligne. Donc, j'amène une perspective différente que d'autres n'avaient pas. Donc, c'est vraiment de faire ressortir la plus-value et d'avoir ce niche, comme Benjamin dit, là, qui va nous permettre de ressortir la pile puis d'être cette pomme là, dans le bol. Je pense que c'est pour compléter ce que mes collègues ont dit, c'est tout à fait vrai. Il faut vraiment avoir une expertise recherchée particulière. Moi, honnêtement, je trouve ça super difficile à répondre à une question comme ça parce que c'est quoi percer en recherche? Est-ce que je considère que j'ai percé en recherche? Je sais pas, ça fait pas assez longtemps que je suis là. Pour moi, je pense que c'est une question à poser à des chercheurs plus seniors. Après, si la question, c'est davantage comment se rendre à l'étape d'ouvrir son laboratoire puis de survivre aux critiques des reviewers lors des soumissions de demandes de fonds ou d'articles. Je dirais que la clé, c'est oui d'avoir sa thématique de recherche particulière, mais aussi d'être capable de faire face à la critique. Puis je pense que ça a été soulevé tantôt, là. C'est des méchantes claques au visage qu'on peut avoir, mais la force d'un chercheur qui va réussir à passer ces premières étapes-là, la première demande de fonds, la première subvention, le premier chercheur boursier, c'est vraiment la personne qui va, selon moi, là, encore une fois, c'est vraiment la personne qui va aller chercher toutes les critiques qui ont été faites, puis qui n'ira pas se morfondre dans un coin à dire « Oh non, je suis pas bon » ou « Oh non, reviewer, c'est un méchant malade, je serai jamais capable de répondre à ces questions. » T'essaies, tu réponds le mieux possible, le plus juste possible aux critiques qu'on te fait. Moi, c'est ce qu'on m'a appris, c'est ce que mes mentors à l'Institut et ailleurs m'ont dit. Ben, tu réponds point par point à toutes les critiques. Après, il y a certaines choses, honnêtement, que tu feras pas nécessairement dans la vraie vie, dans ton labo, mais tu réponds quand même à la critique. Tu sais, oui, je vais le faire. Puis, tu essaies de le faire dans le meilleur des mondes, mais tu sais, les gens sont là, je pense, pour aider, pour améliorer la recherche scientifique. Fait que, tu sais, il faut voir toute critique, il faut l'avoir, selon moi, de manière constructive. Là, après, des fois, je parle, pour me dire, je me sens comme dans un meeting de Québec solidaire, là, mais le principe, c'est vraiment de dire que faut, tu sais, écoute, j'ai quasiment le goût de faire une référence biblique puis de dire, si on te donne une claque d'en face, tourne l'autre joue, là. C'est à peu près ça que ça veut dire, mais le point, c'est qu'il faut prendre toute critique comme un jugement constructif. Fait qu'il faut grandir avec ça. Je pense que la personne qui va se rendre le plus loin possible, c'est la personne qui va être capable de faire face à la critique. Puis ça vaut à tous les niveaux, autant comme jeune chercheur que quand vous êtes étudiant. Moi, quand un étudiant vient me voir, puis il y a 88 à son examen, puis il me dit « Ah, j'ai vraiment mal fait », je me dis « Non, mais tu sais, comment? Si t'es pas satisfait de ta note, dis-toi, qu'est-ce que je peux faire pour avoir 100%? Puis si tu n'as pas 100%, ben écoute, il faut que tu sois ton propre compétiteur, il faut que tu sois la personne qui va te permettre de grandir. Puis on parlait tantôt de mentorat, c'est sûr que c'est important de faire du PR, puis d'aller voir, tu sais, à gauche, à droite, avoir des conseils et tout ça, mais au bout de la ligne, là, tu sais, vous l'avez dit, Benjamin, Max, puis Nadia, tu sais, au bout de la ligne, ce qui compte, c'est d'être performant.
Puis après, être performant, selon moi, tu sais, oui, on peut aller essayer d'augmenter notre CV, mais moi, personnellement, je pense qu'il faut vraiment être fidèle envers ses idéaux aussi. Moi, j'aime mieux investir du temps en recherche que, c'est peut-être parce que j'ai moins de talent que d'autres collègues aussi, là, mais j'aime mieux investir du temps en recherche, faire des articles de sciences fondamentales que d'écrire, par exemple, des articles de review. Ça peut être bon, puis c'est vrai que ça peut bonifier un CV, mais après, je pense qu'il faut produire aussi, puis c'est comme ça qu'on fait notre nom. Oui, c'est en faisant du PR et tout ça, mais c'est surtout en produisant de la recherche de qualité. C'est pas évident parce que c'est beaucoup de choses à digérer, à développer en même temps. Puis, comme les collègues l'ont dit tantôt aussi, ben c'est difficile d'être bon dans tout quand on a juste été formé en sciences. Fait que c'est ça que je dirais. C'est persévérance, puis être capable de prendre la critique. C'est ça qui fait en sorte, pas qu'on va percer en recherche, parce que ça, je connais pas le secret, mais au moins qu'on va essayer d'accéder à d'autres niveaux ou au moins de maintenir le niveau de chercheur puis pas perdre sa job, quoi. Donc, c'est ça. Sur une note réaliste, c'est mon opinion. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Je peux mettre les deux questions qu'on a eues ensemble, la question d'un profil qui a plus de chances de percer en académie, puis des conseils qu'on pourrait donner. Je pense que dans mon cas, ce qui m'a aidé vraiment à différencier mon profil, c'était d'être un peu, comment dire ça, polyvalent, d'avoir eu une formation en neuropsychologie, mais d'avoir travaillé en langage, ce qu'ils font en général les orthophonistes. Donc, pour les orthophonistes, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui avait une vision de la cognition qui incluait d'autres choses que le langage pour avoir les postes. Donc, si je dois répondre à la question posée par l'étudiant, ça serait plutôt de ne pas garder juste un seul chemin, de pas trop plus, mais de garder une certaine polyvalence qui va nous permettre de nous vendre avec de différentes parties de nos profils vis-à-vis des postes à l'université, si c'est ça ce qu'on souhaite faire. Merci beaucoup pour ces précieux conseils, encore une fois. Je pense pas qu'on a d'autres questions dans le chat, mais en fait, moi, j'en ai une, puis je vais peut-être un peu bifurquer sur le plan personnel. J'aimerais savoir si vous avez des trucs que vous avez ou peut-être des activités que vous faites dans votre vie personnelle qui vous aident à garder l'équilibre, dans le fond, à comme passer à travers tout ça, puis que ça aille, qui vous accompagne dans votre succès puis qui vous aide à garder l'esprit sain, si je peux dire ça comme ça. Esprit sain, c'est quoi ça? Je vais laisser mes collègues développer là-dessus. D'accord. Moi, je vais répondre sans tabou et je vais répondre à l'opposé de ce que tu as dit. Moi, je ne suis pas le bon exemple pour ça suite à ma prise de fonction. Je n'ai pas de tabou à en parler. J'ai fait l'erreur de, je pense, trop travailler et pas forcément prendre assez de temps à côté. Et je pense que le plus gros conseil que je pourrais vous donner, c'est protégez-vous. Parce qu'en fait, ça peut vite devenir un cercle pas vicieux et l'opposé, en fait. Parce qu'il y a tout le temps du travail. Je ne sais plus, je crois que c'est Catherine et Nadia, vous en parliez tout à l'heure. Il y a tout le temps du travail. Puis si vous voulez, vous pouvez travailler 24 heures sur 24, puis il n'y a pas assez de temps et tout. Donc, moi, c'est d'avoir eu ma deuxième fille et tout, là, récemment, qui m'a permis de garder la tête hors de l'eau, et aussi le gros support que j'ai eu de ma conjointe à me rappeler qu'il fallait que j'arrête de travailler. Et surtout, en fait, gardez vos activités que vous avez avant. Et en fait, gardez, ça c'est pas parce que je suis en kinésiologie que je le dis, mais de l'activité physique, c'est important pour la santé mentale et aussi vos performances cognitives, parce que ça booste un peu. Et faites pas l'erreur de devenir sédentaire. Moi, j'ai fait l'erreur de trop être assis sur ma chaise pendant mes 3 premières années de prise de fonction, de pas forcément garder d'activité physique régulière et tout. Et ça, j'ai aucun problème à le dire. Ça peut vite dégénérer sur votre santé mentale et sur votre santé physique. Donc, la plus grosse, excusez mon langage, connerie que vous pourriez faire, c'est de faire que travailler. Ne faites surtout pas ça. Et par contre, on peut vite y tomber là-dedans à cause de cette culture de la performance qui est pour moi trop marquée en académique. Il faut qu'on performe, je suis tout à fait d'accord avec Catherine, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais cette culture de la performance, elle peut vite devenir compliquée parce que vous allez travailler dans des endroits où on a tous des domaines de recherche différents. Et donc, performer selon les domaines, ça veut dire différentes choses. Performer pour des gens dans certaines disciplines, ça veut dire publier tous les jours dans Nature.
avec des impact factors de 15, et performer pour d'autres personnes dans des domaines, ça veut être publié régulièrement dans des impact factors de 2. Mais à la fin, les deux ont des qualités de recherche et de chercheurs équivalents. Mais si vous commencez à vous comparer avec des gens qui ne sont pas dans votre domaine, ou être tombé tôt dans cette culture de la performance, ça peut vraiment devenir rapidement néfaste pour vos santé mentale, physique et puis aussi votre famille. Donc faites attention à ça, protégez-vous, faites de l'activité physique. Et surtout, connaissez ce que veut dire performer pas dans votre domaine de recherche spécifiquement. Vous devez vous comparer avec ce qui est comparable. Vous n'allez pas comparer un joueur de soccer avec un joueur de basketball, ce n'est pas les mêmes choses. De la même manière, on ne va pas comparer quelqu'un qui fait de la psychologie avec quelqu'un qui fait de la physiologie. Ce n'est pas les mêmes impacts, ce n'est pas les mêmes journaux, ce n'est pas les mêmes quantités de sujets à prendre dans les recherches, etc. Et souvent, on l'oublie en fait. Il ne faut pas regarder que les impact facteurs, nombre de publis et tout aussi. Performer, des fois, pour certains domaines, c'est publier des chapitres d'ouvrages, et puis pour performer d'autres, c'est peut-être publier plein d'articles. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je vous le dis honnêtement, moi, ça a été difficile au début de pas faire de... C'est pas un moment triste, là, je vais bien, hein, vous inquiétez pas, tout va bien, mais ça, on peut vite tomber du côté obscur de la force. Mais de force, be with you. J'ai eu la même expérience que Benjamin. Alors, vraiment, j'ai trouvé ça hallucinant à quel point je ne quittais pas mon siège assise pendant des heures sans arrêt, aucun sport, très sédentaire. Tout ce que Benjamin dit pas faire, je l'ai fait aussi. Et ça a été dur. Là, puis pour la famille, l'impact sur la famille, ça peut être important aussi parce qu'on n'est pas présent mentalement ni physiquement. Les week-ends, je vous dirais, depuis que j'ai commencé, là, je pense que je peux compter sur 2 mains le nombre de week-ends où j'ai pas travaillé. Souvent, je vais travailler au bureau, travailler les soirs. Fait qu'il y a toujours ce qui est nouveau dans le carrière de recherche, c'est qu'il y a toujours des deadlines. C'est des deadlines de fonds de demande de subvention, les deadlines pour soumettre des articles, les deadlines pour réviser des thèses de mémoire. Il y a beaucoup de deadlines externes qui nous sont imposées. Et donc, on n'a pas beaucoup souvent de choix, surtout en début de carrière où il faut absolument aller chercher des fonds pour appliquer à tout, faire tout. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup au début. Je pense qu'il faut être consciente de ça. J'ai une copine qui vient d'avoir un bébé, puis elle va commencer sa carrière académique bientôt. Puis vraiment, j'ai peur pour elle parce que je sais c'est quoi en début de carrière, puis c'est quelque chose. Moi, j'ai des enfants beaucoup plus âgés, donc je suis capable d'être pas toujours à côté d'eux. Mais les enfants aident aussi à nous garder grounded, puis à nous forcer à prendre des pauses, même si c'est juste pour faire à souper ou les coucher. Mais il y a toujours une sensation de, je pense qu'on est devenu très franc, c'est devenu une session de soutien social pour les chercheurs. Il y a une sensation de culpabilité qu'on n'est pas aussi bon au travail, pas aussi bon à la maison, on n'est pas capable d'optimiser tout. Puis je pense qu'il faut comprendre que tout le monde est dans le même bateau, tout le monde vit ça, puis il faut avoir comme du self-compassion, puis dire que c'est normal, puis c'est correct, tout ça. Mais il faut vraiment se dire, moi, j'arrive encore beaucoup à de la misère à rentrer de l'activité physique. Là. Surtout, je ne sais pas si c'est juste la pandémie ou c'est le début de carrière, mais je trouve toujours que le travail est prioritaire et donc je ne me laisse pas, si je peux, il y a toujours trop à faire que je n'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je sais que c'est pas correct, mais je travaille là-dessus tranquillement de le réincorporer dans ma vie de façon régulière, mais c'est un défi, puis il faut être conscient, puis il faut le plus possible, comme j'ai dit tout à l'heure, s'imposer des limites pour garder une certaine balance. Mais j'ai espoir que c'est vraiment les premières années qui sont les plus dures parce qu'on monte toute la business, puis qu'après ça, on arrive à un certain plateau, ça commence à rouler de façon plus routinière. Mais je pense que c'est important de comprendre ce sacrifice personnel pour la famille, tout ça, puis de balancer ça avec ce qu'on aime faire. Avec moi, malgré tout ça, je continue à aimer ce que je fais. Fait que je pense que c'est un bon signe. Mais il y a un petit prix à payer aussi, puis il faut faire attention à notre santé mentale définitivement. Je pense que
nous n'avons pas d'horaire, notre travail est vraiment dans nos têtes. Et dans mon cas, moi, je pense qu'on a besoin d'une récré mentale, quelque chose qui va nous distraire de ce qu'on fait pour garder un peu l'équilibre. Je sais pas si à mes collègues ça arrive, mais peut-être vous aussi en tant qu'étudiant, si on est en train de faire une activité moins engageante, comme regarder la télé, il y a des pensées tout le temps qui vont venir il faut que je fasse ça, ok, après je vais faire. Donc, il y a des activités, dans mon cas, c'est le tennis. Quand je joue au tennis, c'est comme il n'y a pas, je me concentre juste sur ce que je suis en train de faire. Puis après, faire de tennis, c'est comme vraiment la paix. Donc, je suis fatigué physiquement, mais aussi mon esprit a été en repos. J'ai pas pensé au travail pendant tout ce temps-là. Donc, je trouve que faire des activités qui vont nous distraire de nous-mêmes, de nos propres pensées, ça c'est vraiment très, très important. Puis après, avec le temps, chacun va développer et choisir ses propres activités. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Dans mon cas, moi, après 10 ans de très prof, je commence à gérer mon temps de façon différente, dans le sens de dire, OK, à partir de tel moment-là, j'arrête de regarder les courriels ou au moins une demi-journée du week-end, je vais les garder absolument pour ne pas travailler et privilégier aussi en dehors du temps du travail, la vie sociale qui est vraiment très, très restreinte en ce moment-là, mais sortir avec des amis, faire des soirées, toutes ces choses-là, ça aide vraiment beaucoup à garder l'équilibre, au moins dans mon cas. C'est vraiment bien dit, là. J'appuie mes 3 collègues, vraiment. Je pourrais pas dire mieux, sauf que peut-être de temps en temps, ce qui peut aider, se prendre une petite bière ou un petit verre de vin rouge, ça aussi, ça fait du bien. Puis c'est sûr que là, je peux pas enceinte, là, je suis bien triste, mais il y a de la bonne bière de microbrasserie sans alcool. J'ai découvert ça. Mais sinon, c'est sûr, c'est garder l'équilibre. Comme Nadia disait, c'est aussi ne pas espérer être parfaite dans tout. Il faut accepter l'erreur, il faut accepter que le ménage ne sera pas fait de temps en temps, surtout quand on est nouveaux parents, justement, ça, c'est un deuil à faire. Si on était très, très propre, ça n'arrivera plus, sauf si un jour, on a un support salarial assez important pour pouvoir se payer un homme ou une femme de ménage. Là. Mais sinon, il faut accepter qu'il n'y a rien de parfait. Effectivement, on fait notre maximum, puis surtout, aimer ce que vous faites. C'est vraiment ça le principal. Faut aimer la pression dans ce qu'on fait comme métier, c'est sûr, mais comme vous dites, il y a une limite. Il ne faut pas non plus buster, pour utiliser un terme tout à fait québécois. Je pense que c'est ça, c'est s'écouter, puis relaxer, l'équilibre, le sport, je suis d'accord avec vous, c'est tellement important. Donc, c'est ça, c'est la seule chose que je vais ajouter. Tout a été dit. Bravo. Merci. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de vos témoignages qui sont authentiques, sincères. Puis, je suis contente aussi que vous nous partagez vos petits revers, vos petits travers, puis aussi vos trucs personnels, puis aussi dans l'organisation du temps. Je pense que ce sont des conseils qui sont vraiment importants à entendre. Puis c'est le fun aussi de se faire rappeler que c'est pas nécessaire d'être parfait parce que je pense que tout le monde le sait, le monde académique est un monde dans lequel on dirait que tout le monde veut paraître parfait. Donc, je pense que c'est très rassurant d'entendre les paroles que vous avez dites aujourd'hui. J'aimerais maintenant, en fait, passer la parole à Asma pour les questions du public et peut-être des questions aussi du comité étudiant. Donc, Asma, je te cède la parole. Merci beaucoup, Amélie. Merci beaucoup à nous inviter pour cette belle discussion et pertinente, en fait. J'invite nos participants, s'ils ont des questions directes, ils veulent poser, ou aussi le comité, Mélanie ou Jessica. Oui, moi, j'aurais une question. Merci encore pour les témoignages. À chaque fois, là, c'est notre deuxième édition. Je ressors de là inspirée, puis vraiment sentir que je suis à la bonne place, puis j'aime ce que je fais, j'ai le goût de persévérer. Mais ma question, c'était plus par rapport à cette idée de niche-là en recherche, je veux trouver comme une spécialité qui n'a pas été faite, mais qui combine différents éléments qu'on a pu développer comme expertise et tout ça. Je me demandais à quel moment c'est supposé arriver, ça? Est-ce que, puisqu'on je veux dire, on n'est pas expert sans l'avoir appris.
Donc, je me demandais comment ça se construisait, puis à quel moment c'était supposé arriver, fin doctorat, post-doctorat. Bon, celle-là, elle est tough de questions. Clairement, elle n'est pas simple. Bon, déjà, je pense que je vais parler de mon cas personnel. Pour situer mon cas personnel, j'ai eu une formation en neuromusculaire où je travaille sur évaluer comment le cerveau contrôle les muscles sur un aspect de fatigue. J'ai eu la chance, je pense qu'il y a un facteur chance en fait déjà, c'est clair et net. J'ai eu la chance en fait à ma maîtrise de faire un mix et de travailler à l'interface de la psycho et le neuromusculaire où j'ai étudié l'influence de la fatigue mentale en fait sur les performances sportives et je me suis intéressé à la perception d'effort et j'ai eu la chance de continuer jusqu'à mon postdoc. Et ensuite là, mon programme de recherche est là-dessus en fait. Donc déjà, je pense qu'il y a un facteur chance là-dedans. Après, il n'y a pas que le facteur chance aussi, il y a le fait de se le créer et je pense que la niche, elle vient aussi avec l'aspect multidisciplinaire souvent. Alors ça peut être moi par exemple, je fais de la psychophysio maintenant. Et du coup, c'est d'avoir je dirais de maîtriser suffisamment on ne peut pas être expert partout, mais on peut avoir un minimum de maîtrise dans différentes théories, en fait, de différents domaines pour être capable d'articuler ces théories entre elles avec une expertise méthodologique spécifique, en fait. Donc, j'aurais tendance à te dire, je ne sais pas si c'est la bonne réponse, puis je ne sais même pas s'il y a une réponse à ça, c'est juste un point de vue, c'est que trouver que ce qui nous plaît, on en revient toujours à la même chose, être ouvert à d'autres aspects de recherche, c'est pas que son domaine. Ça peut être rester en physio, mais aller dans différents. Ça peut être intégrer par exemple de la physio cardio avec de la physio respi ou avec de la physio moléculaire. Ça peut être d'aller sur des techniques de neuro avec des théories de psycho. Ça peut être mélanger la physio avec la neuro. Ça ne veut pas forcément dire rester dans la même discipline. Ça peut être mélanger des disciplines ou au sein de la même discipline, mais être capable de suffisamment maîtriser, on ne peut pas être expert partout, mais suffisamment maîtriser différentes théories pour réussir à les articuler entre elles et avoir une expertise méthodologique forte qui vient faire en fait le pont entre ces théories. En tout cas, c'est ce qui marche. On va partir du principe qu'on a eu un poste universitaire, donc on a réussi un minimum à percer en recherche. À partir de ce principe-là, moi, c'est ce qui m'a permis, je pense, d'attraper mon poste, c'est d'avoir une capacité à intégrer de la neurophysio avec de la neuroscience et avec de la psycho, en fait. Je suis pas du tout expert dans chacun des domaines, mais je pense être expert sur la capacité à intégrer les trois domaines ensemble dans un domaine de recherche, en fait. Je suis un peu au milieu et capable de faire des choses. Ça peut être une niche. La niche, ça peut être très fort dans un domaine de recherche, ou ça peut être de mixer des domaines de recherche entre eux. Voilà, je me tais, pardon. Je peux parler longtemps. Moi, j'ai une suggestion pour vous de savoir votre niche. C'est tellement difficile des fois de le savoir parce qu'on est trop proche de nous-mêmes. Mais c'est justement les mentors et les autres collègues et nos pairs qui peuvent nous dire qu'est-ce qui nous rend différents. C'est vraiment d'avoir cette perspective de troisième personne qui peut être vraiment utile. Mais dans mon cas, c'est vraiment d'autres personnes qui me disaient « Ah, mais toi, là, c'est vraiment ça là, qui te différencie. » Puis je ne pensais pas que c'était si important, mais en ayant d'autres personnes qui confirmaient la même chose, j'ai compris que c'est là où je me différenciais, puis j'ai misé là-dessus sur mes applications, puis dans l'histoire que j'ai tissée. Donc, je pense qu'avoir les opinions des autres, surtout de vos mentors, vos superviseurs, eux, ils ont une perspective de troisième personne qui peut vraiment aider à voir qu'est-ce qui ressort de spécial là, pour aller tisser l'histoire autour de ce noyau-là. Je pense que c'est vraiment, Mélanie, la question qui tue parce que c'est pas évident. Et je pense que c'est un peu comme les mentorats, à mon avis. Les niches vont apparaître dans la carrière plusieurs fois. On va changer de thématique, on va approfondir une chose, on va, je sais pas, moi, par exemple, après 10 ans de carrière, j'ai commencé à travailler en électroencéphalographie. C'est une technique que j'avais jamais utilisée, mais mes questions m'ont amené là-bas. Je me suis dit, OK, là, ça, c'est la niche, dans ce cas-là, c'était mettre ensemble mes questions de recherche avec cette technique pour y répondre. Mais peut-être la question que vous vouliez poser, c'était c'est quand la première fois que cette idée-là de niche devrait apparaître? Bon, ça, c'est encore plus difficile à dire, mais
Mais dans mon cas, moi, c'était quand j'étais en train de faire mon doctorat, je me suis dit, mais là, j'aurais pu faire ça de cette façon-là, ça aurait été encore plus intéressant. Quand vous commencez à vous questionner sur ce que vous êtes en train de faire, c'est là que vous dites, la chose que j'ai pas vue à ce moment-là, qui est claire pour moi maintenant, c'est ça la niche, la chose qui n'a pas été explorée, qui est encore plus novatrice. Donc, vous-même, vous vous questionnez à un moment donné de ce que vous êtes en train de faire un doctorat. Parenthèse, c'est tout à fait normal, donc découragez pas. Je fais la parenthèse, mais ça veut dire que vous êtes en train de réfléchir à faire les choses d'une façon différente, d'une façon qui est nourrie par ces expériences-là. Et ça, c'est vraiment le début, le germe d'une niche, je pense. Merci beaucoup. Je pense qu'on a une question, Marine. Oui, déjà, merci pour vos témoignages. C'est vraiment super intéressant. Et voilà, merci. Moi, je me demandais s'il y avait quelque chose à refaire dans votre carrière ou votre parcours académique. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous feriez différemment ou est-ce que vous pensez que tout a mené là où vous êtes maintenant? Donc, je ne sais pas, je me questionne juste des petits conseils que vous auriez. Merci. Qui peuvent répondre? Je peux me lancer. D'accord. C'est cliché, là, mais je dirais que non, il n'y a rien vraiment que je changerais. Tu sais, j'ai eu des embûches, je pense, comme tout le monde en recherche académique ou autre. Là. Tu sais, il n'y a rien que je changerais parce que je pense qu'on apprend dans... C'est vraiment cliché ce que je dis, c'est un peu kitsch, là, mais on apprend dans toutes les épreuves de la vie. Puis, tu sais, je pense que c'est ça qui fait ce qu'on devient comme chercheur aussi. Là. Tu sais, souvent, je regarde... J'avoue que je me plains parfois que mes étudiants ne travaillent pas assez fort. Puis là, je me dis, est-ce que moi, je travaillais trop fort comme étudiante? Mais je pense que non, parce que peut-être que je ne me serais pas rendue là à ouvrir mon laboratoire, faire ce que j'aime si je n'avais pas travaillé aussi fort, je n'avais pas été aussi assidue à mes heures de labo et à ma production personnelle. Après, je me suis souvent dit, comme là, je vais avoir mon deuxième enfant juste avant mes 40 ans, je me suis souvent dit, est-ce que j'aurais dû avoir des enfants avant? Je pense qu'il y a beaucoup de femmes, puis maintenant, comme je disais tantôt, beaucoup d'hommes aussi qui se posent la question, c'est quand le bon moment pour avoir des enfants? Est-ce que c'est plus pendant le doctorat, pendant le postdoc, en début de carrière ou quand la carrière est déjà amorcée? Je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Moi, je suis contente d'avoir entendu là parce que ça m'a permis d'attendre la personne idéale avec qui avoir des enfants. Donc, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Puis, ça, moi, je dirais, faites ce que vous avez à faire, puis surtout, n'ayez pas de regrets. Tout mène à quelque chose, c'est vraiment cliché, je me sens mal de dire ça, mais tout mène à quelque chose de favorable au bout de la ligne. Là. Je suis un peu au pays des licornes, mais c'est un peu ma vision de la vie. Je vais laisser les autres développer là-dessus. Moi, je peux vous donner un exemple concret de regret initial qui finalement est devenu une force pour vraiment appuyer ce que Catherine dit, que toutes les trajectoires sont bonnes. Il n'y a pas juste une façon de faire la vie, puis il n'y a pas juste une bonne réponse. Fait que vous finissiez en académie, que vous finissiez ailleurs, vous allez trouver une bonne façon de la faire, la vie, puis toutes les pathways sont bonnes. Fait que je pense qu'il faut minimiser le stress de dire qu'il y a seulement une voie. Il y a plusieurs voies, puis chaque voie peut être aussi bonne l'un que l'autre. Fait que je pense qu'il faut minimiser le stress par rapport à ça. Comme je vous avais dit au début, moi, j'avais décidé d'aller au gouvernement. Ensuite, j'ai retourné à Montréal pour faire mon doctorat. Donc, j'ai trouvé que j'ai perdu beaucoup de temps dans cette aventure d'explorer le gouvernement et ainsi de suite. J'arrivais en doctorat. Moi, j'ai fini mon doctorat à 41 ans. J'étais pas pas nécessairement dans la norme, mais j'ai obtenu une bourse Vani durant mon doctorat et je pense qu'une des raisons pourquoi, c'est parce que j'amenais avec moi tellement une expérience riche derrière moi, puis une vision plus large des défis ou une réflexion plus avancée. Donc, est-ce que j'aurais pu avoir ce Vani-là si j'aurais fait la ligne droite puis pas avoir eu ces expériences de gouvernement et autres qui m'ont permis de vraiment éclairer ce que je voulais faire, ma persévérance, ma motivation à faire mon doctorat? Peut-être pas. Fait idéalement, initialement, ça peut paraître comme on prend des détours, puis
on pense qu'on fait des mauvaises choses, mais on finit toujours par apprendre de ce qu'on fait, puis ça mène toujours vers une bonne voie. Il n'y a pas de mauvaise décision. Je pense qu'il faut vraiment comprendre que d'une manière ou d'une autre, ça va bien aller avec la petite rainbow avec ça. Mais justement, Nadia, si j'ai la crainte, si je changerais quelque chose dans ma carrière, ce serait justement ce que tu viens de dire. J'aurais voulu faire une pause et ne pas entamer licence, maîtrise, doctorat, de m'arrêter et me dire, est-ce que aller travailler, c'était comme un rêve, travailler dans une quincaillerie, quelque chose qui n'a rien à voir avec la recherche, avec un horaire, sortir, et me dire, est-ce que la recherche me manque? Est-ce que j'ai envie d'y retourner? C'est pas que je suis pas sûr de ce que j'ai fait, mais ça m'aurait rassuré encore plus parce que ça voulait dire que j'essayais d'autres choses, mais je suis retourné où j'étais dans le parcours original. Donc ça, c'est quelque chose que si j'avais à refaire quelque chose, ça prend une pause pas très longue, 1 an, dans quelque chose qui n'a rien à voir avec la recherche, puis après, revenir si j'ai vraiment envie. Moi, je suis dans le même pays des licornes que mes 3 collègues, c'est-à-dire que je regrette rien et je pense que en fait, c'est notre expérience et notre parcours qui nous a formés et fait qu'on est. Par contre, il y a juste un truc que je changerais dans mon parcours quand même, c'est que j'ajouterais des cours de statistique dans mon parcours de maîtrise. Et je sais que ça peut vous donner des boutons quand on parle de ça, mais dans ma formation, j'ai eu une formation très faible en statistique. Et là, je sais que du coup, ça m'a joué un peu des tours dans mon postdoc. Il a fallu que je me mette de moi-même et tout. Du coup, on est des cours de stats solides en fait, parce que ça va devenir concret dans votre projet de recherche, puis ça va vous ouvrir des portes. Alors, Nadia, je pense que ça te fait sourire de par ton domaine de recherche. Catherine, je ne sais pas ta formation en physio, comment ça se passe. Max, tu as fait de la neuropsy, donc je me doute que tu es solide là-dessus. Nous, en sciences et techniques des activités physiques et sportives, en France, on n'est pas bon en statistiques, globalement parlant. Je ne pense pas qu'en kinésiologie, on soit réputé pour notre solidité des statistiques. Prenez des cours de stats en dehors. Moi, tous mes étudiants, je leur demande de prendre des cours de stats dans des cours de psycho ou de bio maintenant. Donc, prenez des cours de stats. C'est la vie, en fait. Ça va vous sauver, parce que si vous n'avez pas utilisé les stats derrière, vous ne pouvez pas publier solidement. Prenez des cours de stats. Au cas où vous n'ayez pas compris, il faut en prendre. Merci beaucoup pour votre témoignage. Pour la statisticienne qui veut juste rajouter là-dessus, même moi, je n'ai pas fini d'apprendre les stats, mais c'est pas fini. On peut toujours prendre des workshops. Il y a plein d'opportunités pour apprendre en side. C'est probablement que l'avoir au début, c'est meilleur, mais je pense qu'on apprend qu'on n'a jamais fini. C'est jamais assez. Il y a toujours d'autres choses qu'on ne connaît pas. Puis, il y a aussi de voir que même en chercheur, là, on peut aller chercher des petites formations on the side avec des conférences, surtout là, les pre-conference workshops et autres. Fait que je pense que aussi de se permettre de l'apprendre aussi on the fly, ça peut se faire aussi. Puis, moi, je voulais juste demander, après tout ce qu'on vient de dire, est-ce qu'il y a des étudiants qui peuvent lever la main s'ils considèrent encore la route académique où est-ce qu'on a comme complètement fait peur à tout le monde? Je vois pas beaucoup de mains levées, donc peut-être que... Ah oui, Mélanie, tant mieux. S'il y a d'autres questions, ou je pense qu'il nous reste quelques minutes pour terminer notre discussion, j'aimerais dire merci pour cette discussion conviviale et authentique et merci d'avoir partagé de la vie réelle, votre expérience réelle avec la recherche, avec le vieillissement. C'est tellement intéressant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à tous les participants d'avoir assisté jusqu'à maintenant avec nous. Presque, on est 22 personnes. Merci à mes collègues pour cette belle animation. Juste une petite information pour les participants. Dans quelques minutes, on va envoyer comme un petit courriel pour vos feedbacks, vos commentaires. C'est notre deuxième soirée discussion. On a vraiment besoin de vos commentaires pour améliorer, aller plus loin, d'autres thèmes
à discuter. L'horaire aussi, si c'est correct pour vous. Je sais que 5 à 7, c'est pas pour tout le monde, surtout pour les parents. Facile. Merci bien de remplir le formulaire. Et je vous souhaite une très belle soirée et merci beaucoup. Merci Bye. à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci.